t'es tout seul, t'as 200 000 euros, autant te dire, t'as ta bite et ton couteau, quoi. Je le rencontre et il me dit écoute, moi simple, j'ai un mandat, j'ai un budget no limite pour vous tuer. On a 10% de la population de la ville qui télécharge l'app en quelques semaines. Cambridge nous insulte. Décembre 2020, 1 million d'euros en 5 heures. On a lancé les 5 premières minutes, 50 000 euros par minute. Mon intuition initiale de ma vie, ce sera celle d'un entrepreneur. Ça va être l'intro la plus éclatée au monde, c'est qu'en fait, il faut que je remette du temps à mon parking, parce que du coup, je suis devant. Nice. Alors, Ok, on va essayer de pas couper, je vais essayer de faire vite. Voilà. Hop, je nous remets 2 heures et on est bon. Allez. C'est à ça que sert Pony. On est bien reparti. Ouais, je sais, mais moi là, je venais de loin. Il y a pas toujours des ponies jusqu'à très loin dans Codéran et tout, quoi. Non, pas encore. On y travaille, ça va venir. Mais c'est sûr que l'intérêt d'un service, tu vois, de vélo, trottinette partagée, il est évident quand il y a de la densité, quand tu as du flux, quand voilà. Ouais, clairement. Et quand tu es sur des zones qui sont plus résidentielles, au final, voilà, c'est moins. Justement, les gens là, justement, ils ont plus le réflexe d'utiliser leur caisse pour aller dans le centre, pour aller dans les autres villes de la Cube ou quoi, hein, parce qu'on est évidemment en train de parler de Bordeaux. Ouais. Et du coup, même juste avant le podcast, j'étais en train de te demander, parce que du coup, ta femme et associée est passée chez notre ami Mathieu Stéphanie il y a quelques semaines / mois, il y a peut-être 2 mois. Juste avant Noël. Ah oui, donc c'était hier, ok, tu vois, j'ai l'impression que c'était hier. Ouais. Là, on est en mi-avril. Ouais. Ah oui, donc c'était il y a 4 mois, en fait, je sais pas du tout. Ouais. Et j'étais en train de te demander justement les répercussions d'un passage comme ça dans Génération Do It Yourself. Ouais, bah c'est ouf. En vrai, moi, ce qui... Bon, c'est rien, c'est juste le truc est tombé. Elle est chaotique, cette intro de podcast. C'est des centaines de messages. Ouais, c'est vraiment des centaines de messages hyper positif, tu vois. Moi, je trouve que c'est ça que j'ai trouvé dingue. C'est pas un seul rageux, tu vois. Haters gonna hate, t'as toujours des mecs qui aiment pas ce que tu fais, ça c'est sûr. Mais bizarrement, tu vois, on n'a pas eu un gars qui nous a dit ouais, je vous ai écouté sur Mathieu Stéphanie, vous faites plaisir, mais tout ça. Non, que du positif, des centaines de messages. Et moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est des gens qui n'ont aucun lien avec la tech de près ou de loin. Des gens qui sont là, tu vois, on a une copine qui est infirmière, une copine qui fait qui est avocate en IP dans les secteurs pharmaceutiques et qui tombe sur le truc sans savoir que tu vois qu'on passait dedans et qui font ouais, j'étais en train de faire mon jardinage et là boum, j'entends la voix de Clara et je suis à mes watts et tout. Et c'est vrai que moi je trouve que ce qui est hyper impressionnant avec les retombées, c'est à quel point ça touche un public ultra large et de gens, ouais, monsieur, madame, tout le monde, quoi. Bah, c'est ouf parce que c'est vrai que toi, donc, t'es quand même dans un sujet B2C. Ouais. Donc, en fait, toi, mine de rien, ça a passé dans Génération Do It Yourself. Bon, il y a le stamp, mais du coup, ça touche une énorme audience. Hein. Je crois que Matt, il fait 1 million d'écoutes par mois. Donc, c'est juste énorme. Et en effet, il n'y a pas que les CEO qui écoutent le podcast, quoi. 1 million de personnes, de toute façon, ça, c'est ultra large, quoi. Ouais, donc non, c'est cool. Et puis il est sympa, tu vois. C'est pas complaisant à fond, mais c'est bienveillant. Et c'est une super plateforme. Et puis c'est encore une fois, le mec, il a interviewé Macron, quoi. Donc, c'est ouf. Le boss, quoi. En plus, moi, il m'a prêté son studio une fois pour enregistrer. Et du coup, moi, j'étais pile à la place où s'était assis Monsieur Emmanuel Macron. Alors qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est quand même le président. Donc, c'était un peu stylé, quand même. Mais bref, on a divagué. Et ouais, ça, que quand même, petit disclaimer, tu t'as commencé à le dire. Il peut-être y avoir encore des gens qui n'aiment pas Mathieu Stéphanie, ils ont le droit. Mais j'avoue que pour le connaître dans la vie privée, c'est un vrai mec sympa. C'est un vrai mec altruiste qui t'aide et qui rend service, qui fait des choses cool sans rien attendre en retour. Donc voilà, mais on lui fait une petite dédicace quand même. Un des learning business, tu vois, de ce que moi je vois chez Pony, c'est qu'en fait, parmi les entrepreneurs qui réussissent, il y en a beaucoup qui sont comme ça, qui sont dans un truc où en fait, ils ont une passion pour créer quelque chose, tu vois, et voir d'autres gens créer, tu vois, et avoir cette émulsion. Et du coup, tu as énormément de gens, même des gars qui ont réussi des trucs de ouf. Tu leur écris un message sur LinkedIn avec une vraie question, un vrai besoin, et t'es relevant, tu vois, t'es pas non plus. Franchement, tu as une réponse. Et des fois, tu vois, moi, j'ai parlé avec le fondateur de Jump, tu vois, qui avait vendu sa boîte à Uber comme ça, tu vois, avec Paulin de Menton de Drivey. Franchement, je suis arrivé, j'ai fait hello Paulin, est-ce que on peut se voir pour discuter? Le mec, il me fait pas de problème, viens chez moi, et on a pris 2 heures, tu vois. Ouais, c'est ouf. Et en fait, des histoires comme ça, j'en ai 10 000.
le fondateur de Virtueux, tu vois, bon, ça a piqué, ça a pick up, plein d'investisseurs, et c'est vrai que, tu vois, Mathieu Stéphanie, bah, comme beaucoup, ouais, il est dans ce truc où... Pay it forward. Il est là, ouais, et il contribue significativement, c'est cool. Ouais, tu vois, moi j'ai une théorie là-dessus. Alors du coup, moi, ma théorie, elle est presque un peu métaphysique, tu vois. C'est que alors, moi, je suis pas du tout croyant en Dieu ou quoi, mais je crois beaucoup dans le karma et je crois beaucoup, tu sais, dans la morale. Alors c'est le seul truc que j'ai retenu au lycée en philo, c'est la morale au sens d'Emmanuel Kant, qui dit que la morale n'est vraiment morale que quand elle est totalement désintéressée. Et en fait, je pense en effet que la somme des choses que tu fais dans ta vie, tu ne vas pas avoir, si tu fais plein de bonnes choses, tu vas pas forcément avoir quelque chose de bien, mais je suis quand même persuadé que du coup, tu mets quand même toutes les chances de ton côté pour, au contraire, qu'il ne t'arrive pas de saloperie et que tu puisses un peu provoquer ta chance en faisant le bien autour de toi, quoi. Ouais. Moi, je crois pas du tout au karma, je suis pas non plus religieux du tout, mais par contre, d'un point de vue purement logique, c'est... En fait, à chaque fois que tu donnes un service, t'es un mec qui te retient, qui a une bonne impression, et en fait, le monde est tout petit. Tu vois, ça, c'est l'expression que tu répètes, on entend depuis tout petit. C'est vrai, le monde est minuscule. À quel point je vois, tu vois, des gens avec qui j'ai travaillé à 10 ans sur un truc, là, je les vois réapparaître avec d'autres mecs, machin, et on me dit, ouais, est-ce que t'as une référence sur ce gars-là Et en fait, c'est vrai qu'en fait, le monde est tout petit, et très, très vite, tu vois, les preuves tu vois, que tu peux donner de ton intégrité, tu vois, de ta générosité, très très vite, ça a un impact et c'est très concret. Ouais. Et tu vois, en fait, par exemple, moi, tu vois, deux choses que je fais et qui, par exemple, ne me rapportent rien en termes d'argent, qui est mon club d'entrepreneurs que tu connais, alors que c'est pas le Pony Club, mais c'est le Poney Club. En plus, on aura une anecdote sympa à raconter là-dessus. Et ce podcast, en fait, du coup, ce n'est que pour ça, ce n'est que pour du coup rencontrer des gens, mettre en lumière des gens, rendre service à des gens. Et en fait, évidemment que du coup, ces gens-là, la plupart du temps, ils me le rendent bien et je le fais pas que pour ça. Mais évidemment, c'est une conséquence qui est agréable et qui, en fait, avec les effets cumulés, si moi je rencontre 2 personnes par semaine dans le podcast, Poney Club, il doit y avoir maintenant 400 personnes dedans. Peut-être des gens qui ça sert à rien, mais il y a des gens à qui ça sert. Et forcément, comme tu le dis, c'est des gens qui te retiennent, quoi. Ouais. Et le Poney Club, d'ailleurs, moi, je suis hyper impressionné par au quotidien, l'activité. Donc, c'est pour ceux qui nous écoutent, c'est un groupe WhatsApp avec plein d'entrepreneurs, principalement bordelais. Que bordelais. Et effectivement, c'est passé de 0 à 400 personnes en 3-4 ans. Je sais plus, je crois que j'ai fêté les 3 ans. J'ai oublié de faire l'anniversaire. Je crois que c'était là, en plus, je crois que c'était au mois de mars. Et tu vois, et tous les jours, il y a des gars qui posent des questions et il y a des gens qui leur répondent. Enfin, c'est très, très rare qu'il y ait même des questions où des fois tu te dis, bon... et en fait, il y a toujours un mec qui prend le temps de partager son expérience, de filer un contact, tu vois, Et moi, je vois, j'ai dû poser une quinzaine de questions et systématiquement, j'ai entre 1 et 5 personnes qui m'ont répondu en MP avec des trucs hyper pertinents. Ouais, c'est ça. Et puis tu vois, même quand ta femme, ta femme est associée, du coup, est passée dans Génération Do It Yourself, le matin même, il y avait genre 2 personnes qui postaient un extrait, qui posaient le lien, qui disaient ouais, bien joué à la Team Pony. Tu vois, en fait, dès qu'il y a un truc cool qui arrive à un entrepreneur bordelais, tout le monde est content et tout. Ouais, c'est cool. Et puis aussi, tu vois, c'est et ça. En plus de, tu vois, de ces services que ça rend, c'est vrai que c'est rassurant, tu vois. Monter une boîte, c'est une expérience, on va en parler, mais tu vois, tu as des hauts et des bas. Et savoir que tu as ce groupe qui existe, tu vois, et ces podcasts, un peu tous ces éléments, tu vois, qui te permettent de voir d'autres gens ont le même problème que toi, c'est vrai que, tu vois, ça rassure. Et puis, donc c'est cool, ça aide d'avancer, je pense. Et tu vois, ça, c'est une anecdote que je voulais garder pour plus tard, mais franchement, puisqu'on est dans le sujet, on va y aller maintenant. Et puis, tu te présenteras, je pense, dans 3 quarts d'heure, tu vois, un truc comme ça. C'est que quand on s'est connus à une soirée du Poney Club, d'ailleurs, je me rappelle plus, toi qui m'a dit, tiens, il faut que tu fasses entrer Paul Adrien ou quoi, je sais plus comment c'est arrivé. Bon, bref. Tu vois, à chaque fois, on voit pas trop les ramifications à chaque fois qu'il y a. Et toi, tu m'avais dit que pareil, t'avais eu la même initiative et t'avais monté un club. Comment il s'appelait, toi? La Boucle. La Boucle. Ouais. Et mais j'avais eu exactement le même truc. Moi, je suis arrivé à Bordeaux en 2019. Tu vois, je connaissais pas du tout Bordeaux. Je suis vraiment là à l'origine pour des raisons business, quoi. On a lancé Bordeaux, on avait besoin d'être sur place. Et finalement, on y est resté. Et en fait, au bout d'un moment, j'avais besoin d'avoir des gens avec qui échanger, tu vois, de tous ces sujets que tu as quand tu es entrepreneur.
Et tu peux le faire évidemment online, tu vois, au téléphone et tout, mais c'est cool des fois de le faire autour d'une bière, plus décontracté, tu vois. Et je m'étais dit, vas-y, il faut que je trouve des gens avec qui échanger, quoi. Tu sais, ce que je kiffe le plus, c'est quand un outil que j'utilise vraiment au quotidien devient partenaire du podcast. Pas un truc claqué au sol, quoi, un vrai partenaire de cœur. Et là, je te parle de Brevo. Spoiler, c'est l'outil qui m'a fait aimer l'emailing. La première fois que j'ai voulu faire une vraie campagne d'email, j'ai tout testé, tous les outils du marché. Et franchement, il n'y a rien d'aussi fluide que Brevo. L'interface, il est limpide, les automatisations, tu les poses en 10 minutes et surtout, ça performe. Taux d'ouverture, clic, retour, engagement, j'ai vu l'impact direct sur mes ventes. Mais ce que j'adore vraiment, c'est que tout est au même endroit. Ton CRM, ta base client, tes envois, tes trackings, tu pilotes tout depuis brevo.com. Que tu sois solopreneur ou dans un groupe comme Doctolib ou LVMH, oui, eux aussi ils utilisent Brevo. Et là, ils viennent de sortir une IA qui va faire très mal. Elle te génère des contenus sur mesure, elle segmente ta base ultra finement et elle déclenche les envois au moment parfait pour booster tes conversions. Franchement, Brevo mérite vraiment son titre de numéro 1 en Europe. Et si tu veux tester, je t'ai négocié comme d'habitude un code promo, mais cette fois d'anthologie, de 50% de remise sur ton abonnement. Le lien est en description. Franchement, je pense que c'est le meilleur deal que j'ai jamais négocié, donc profites-en. Maintenant, on attaque l'épisode. Bonne écoute à toutes et tous. Je vous embrasse. Et donc, ouais, j'avais fait, en même temps que tu avais créé le Poney Club, la boucle, où j'avais contacté, j'organisais des dîners, une dizaine de personnes. Et, il y avait qui dedans déjà? Franchement, c'était il y a 3 ans, je ne saurais plus te dire. Ouais. Mais il y avait le mec de l'addition. Il y a eu. Encore une fois, ça n'a pas eu le temps de devenir vraiment un groupe, tu vois. C'est plus, on a fait des dîners. Il y avait Julia de. C'est une initiative, quoi, de élu local. On a fait venir le mec de Sailboat. Ouais. Enfin voilà, donc. Okay. C'était hyper cool. Ouais. C'est peut-être lui. C'est peut-être lui qui t'avait. Bon, bref, Paul Adrien, je vais te demander de te présenter si tu veux bien pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore et qui ne connaissent peut-être pas encore Pony parce que tu n'es pas encore dans toutes les villes. Non. Et tu vas nous expliquer pourquoi tu as choisi le business le plus compliqué du monde avec du hardware, une appli et du B2C. Bim, le combo gagnant. Et du B2G et donc Pony, donc Paul Adrien, d'accord. D'abord, donc moi je suis, on l'a dit, le cofondateur de Pony avec ma femme. Moi, j'ai 38 ans. Je suis ingénieur à la base de formation. Ensuite, je te la fais courte, mais en gros, ingénieur spécialisé en mathématiques financières. J'ai fait après un master à Londres en mathématiques financières et impériales. Là, je commence en finance, du coup, pour valider mon diplôme. Dès le début, en me disant, c'est pas ce que je vais faire. Je vais faire le stage pour valider le truc. Et je savais que je voulais monter une boîte. Mais je commence mon stage malgré tout. Et finalement, le stage tuerie, équipe de ouf. Et du coup, je deviens ce qu'on appelle quant. Donc, c'est vraiment chercheur spécialisé sur les dérivés de taux d'intérêt. Voilà, calculer le risque, essayer d'optimiser les risques des portefeuilles et calculer la sensibilité des portefeuilles de la BNP à la variation des différents taux d'intérêt. Ça fait rêver, hein. Un job très technique. Ouais, alors en vrai... Non, mais en vrai, ça doit être cool quand on est passionné de ça, ouais. En fait, moi, j'étais comme toi. Job hyper technique, intellectuellement hyper stimulant, mais tu vois, où je me disais, il va me manquer, si tu veux, l'innovation, il va me manquer le fait de créer la notion de build. Et je pense qu'on va y revenir. Mais donc, j'arrive dans ce stage, si tu veux, encore une fois, que je trouve un peu comme ça, parce qu'il le fallait, qui est un super stage dans une super équipe. Et le mec qui me recrute pour faire de ce stage démissionne entre le moment où il me fait l'offre et le moment où j'arrive. Et donc, j'arrive, il y a personne pour m'accueillir, plus ou moins. Je me retrouve assis dans un coin pendant 3-4 semaines, franchement, à rien faire. C'est ouf. L'enfer, ça. Et j'étais là, je matais Roland Garros en vrai. Ouais. C'était assez cool. Ah, parce que c'était au début de l'été. Ouais, début de l'été. Ah ouais, le début de stage au mois de juin, du coup. Ouais. Et là, au bout d'un moment, ils viennent me voir, ils me font, écoute, là, le mec, il part. Est-ce que, viens, on essaye de reprendre son scope, tu vois, une partie, on va voir ce qui se passe. Et du coup, je me retrouve à faire un truc hyper cool. Hyper exposé, tu vois, et une mission que normalement j'aurais eu, tu vois, 3-4 ans à pouvoir avoir. Ah, c'est ouf.
Et dans une équipe de dingue, moi, à ce moment-là, je suis le seul mec de mon équipe qui n'a pas de thèse. Le gars qui est à ma droite, une légende, Christopher Hunter, qui a fait 2 thèses sur les trous noirs avec en maître de thèse Stephen Hawking, qui était son ami personnel. Mais non. Si, prof de calcul STO et prof de physique des trous noirs à Cambridge, en parallèle de son job à la BNP. C'est dans un truc de tronche, quoi. Légende, que des tronches. Et donc, intellectuellement, ouf. En plus, hyper exposé business, parce qu'on travaille directement avec le trading et des équipes, pour le coup, humainement top, des gens hyper smart, hyper... Donc, tu as à la fois ce côté intellectuellement ouf sur la partie recherche, à la fois, tu travailles avec le trading sur un truc qui est businessment et assez dingue, et sur une mission qui est ouf, qui est de développer un outil de market making électronique des dérivés de taux. Les dérivés de taux, c'est des trucs qui, à l'époque, prenaient, à chaque fois que tu dois calculer un prix, ça prenait à l'époque 2 minutes. Et la question, c'est comment tu peux répondre à un client de façon électronique en 5 millisecondes. Donc, tu dois repenser complètement tous les algos, tu vois, essayer de paralyser les calculs pour pouvoir construire vraiment un outil, toute une plateforme de market making électronique. Donc, tu as à la fois un côté recherche, un côté IT, gestion de projet, tu travailles avec le trading. Donc, c'était vraiment ouf. Et voilà, une chose entraînant une autre, je me retrouvais un peu là-dedans pendant 5 ans et demi. Et c'était top. Mais j'avais ce truc de... je voyais que j'allais pas sur ce qui était moi, ce qui vraiment me fait vivre dans la vie, qui est, tu vois, le besoin d'innover, le besoin de créer en partant de zéro, le besoin de défricher un peu des trucs. Et j'étais dans une structure qui était quand même assez rigide, tu vois, avec des gens qui sont pas très branchés, communication, leadership, qui sont vraiment des chercheurs, des thésards. Et du coup, assez rapidement, je me dis, en fait, il va falloir que à un moment, je me lance sur ce qui me fait vraiment kiffer. C'était un peu trop confortable, quoi, parce qu'en plus, je suppose que ça était hyper bien payé. T'es très, très bien payé. Mais à un moment, c'est clair dans ma tête, il y a les gens qui sont autour de moi sont meilleurs que moi à faire ce qu'on me demande de faire. Et les qualités qui sont les miennes, qui sont cette capacité malgré tout à aller très vite sur des sujets très complexes, mais à être innovant, à être créatif, à savoir construire une story, embarquer des gens avec moi dans des projets, tout ce côté leadership a aucune valeur finalement dans ce que je fais, ou très peu. Et donc je reviens sur, à un moment, j'avançais et de plus en plus j'avais cette évidence, il faut que je revienne sur ce qu'était mon mon intuition initiale de ma vie, ce sera celle d'un entrepreneur, quoi. Ok, alors comment il se passe le bridge entre ces deux vies En fait, de toute façon, j'ai toujours eu, si tu veux, ce truc de constamment être en train de penser à tiens, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Moi, j'ai ce truc un peu, c'est presque maladif, obsessif. Si tu veux, dès que je vois un truc qui est pas optimisé, je suis en mode putain, vas-y, ça c'est nul, c'est mal fait, ça saoule. Mais c'est terrible aussi, hein, franchement. Et ça devient pas une prison, chiant, hein. Ouais. Et je suis constamment, j'ai ma tête qui tourne dès que je vois un truc à comment on peut faire mieux, qu'est-ce qu'on pourrait. Et t'as constamment des idées qui te viennent et tout ça. Et puis à un moment, tu vois, je vois que ce que je fais, tu vois, vers quoi ça se destine, c'est bon, tu vois, j'ai compris, j'ai fait le tour. Je vois que je suis pas le plus, tu vois, je vais pas être le plus pertinent finalement sur ce que je suis en train de faire. Et à la fois, j'ai ces idées qui tournent dans tous les sens. Et puis, j'arrête pas d'en parler autour de moi, et notamment à tous mes collègues du trading, qui sont des gars qui sont assez des gros risk-takers. Et à un moment, je leur fais, vas-y les gars, je suis en train de me chauffer. Venez, il y a un nouveau truc, Bluetooth Low Energy. Maintenant, c'est sur tous les téléphones. On peut connecter n'importe quel objet pour 20 balles. Venez, on connecte les cadenas de vélo et on supprime les stations Vélib, tu vois. Et ils font, vas-y, trop chaud. Et ça n'existe pas encore à ce moment-là ? Non. Et au moment où on le fait, ça se lance en Chine. Moi, ça faisait 2 ans que j'avais eu ce truc, si tu veux. Ça tournait un peu dans ma tête. Là, je voyais qu'il fallait que j'avance.
et je ressors ce truc en me disant, les gars, ça y est, je me suis chauffé, j'y vais. Et je pitch le truc pour la première fois exactement décembre 2016. Donc à ce moment-là, c'est hier, mais c'est il y a un monde en fait, 2016, quoi. C'est il y a bientôt 10 ans, quoi. Ouais. Et en fait, dans l'après-midi, les mecs sont en mode, vas-y, trop chaud, on met 200 000 balles, go, quoi. Ouais, mais ils mettent leur petite prime du mois dernier, quoi. Voilà, et puis c'est parti, tu vois. Et donc c'est comme ça donc, que tu lances au départ. En fait, l'idée, parce que toi tu as eu quand même quelques pivots, l'idée 1 de Pony, c'est des vélos en libre service avec une application que tu déverrouilles avec ton téléphone. Ouais, exactement. L'idée à l'origine, c'était de se dire, le pitch initial, c'était tu prends l'équivalent de Vélib à Londres, ok, c'est Santander Cycle maintenant, et Boris Bike. Les mecs à l'époque avaient 6000 vélos. Quand ils l'ont lancé, ça leur a pris à peu près, tu vois, c'est 3 ans de pré-projet, d'analyse, 3 ans de génie civil pour mettre en place le truc, plus de 100 millions d'euros de budget. T'es en mode, mais les gars, juste en vrai, moi j'achète des vélos, on met 20 balles de cadenas connectés par vélo, on a un maillage qui est 10 fois ce que vous avez là, parce qu'en gros, chaque arceau vélo ou chaque zone qu'on peint au sol devient une zone de parking. Toi, tu voulais le faire à Londres de base ? Ouais. Direct. Et en fait, on fait la même chose que ce que vous avez à 100 millions, mais avec 2 millions. Et avec les 98 millions d'économies, effectivement, ce qu'on enlève, c'est, si tu veux, quelque chose qui garantit un parking un peu strict ordonné. Mais avec 90 millions, tu te payes des mecs à chaque coin de rue, tu vois. Ouais. Et donc, c'est le sens de l'histoire. En fait, tu vois, l'idée, c'était de dire le Vélib, ça a été essentiel pour, tu vois, évangéliser le vélo en ville, etc. Mais le Vélib, c'est début 2007, 6 mois avant la sortie de l'iPhone. À l'époque, avoir un terminal de paiement avec une puce GPS dans la poche de monsieur et madame tout le monde, c'est science-fiction, c'est les voitures sans chauffeur. Et donc, il te fallait, en fait, toute cette infrastructure. Mais le pitch, c'est on est face à une révolution technologique qui rend caduque, en fait, tout un truc qui est très lourd à mettre en place. Et du coup, venez, on exploite ça et on vient tu vois, faire un truc littéraliste 100 fois plus efficace, quoi. Donc, franchement, en effet, au niveau du momentum, t'es bon, etc. Donc, toi, t'es géographiquement à Londres. Ouais. Tu dis là, tu lèves un peu d'argent auprès des copains, machin et tout. 200 000 euros, c'est cool, mais c'est pas non plus. Dans le hardware de ton franchement, si je te dis que tu te torches le cul avec 200 000 euros, ça va être bien mal pris, donc je vais surtout pas le dire. Mais en vrai, tu fais pas non plus grand chose, surtout en fait, par rapport au projet que tu veux lancer, parce que là, qui on contacte à ce moment-là pour dire parce qu'en fait il y a la partie hardware, donc la partie hardware, donc c'est ce qui est palpable, donc c'est le vélo, et il y a la partie software, donc c'est plutôt l'application, même si tu dis que c'est une techno qui est pas si compliquée, qui existe, donc mais il y a quand même des choses à faire, quoi. Enfin, c'est pas si évident. En fait, tu utilises une brique technologique, mais pour le faire fonctionner, il faut aller à un niveau assez fondamental et donc il faut descendre assez bas dans la stack. Et donc toi, du coup, le côté un peu schizo, c'est que du coup, tu dois faire un peu de R&D, du développement des deux côtés. T'es tout seul, t'as 200 000 euros, autant te dire, t'as ta bite et ton couteau, quoi. Ouais. Ouais, exactement. Donc là, écoute, si tu veux exactement le truc, moi je veux exactement le truc, ouais. Je pars exactement. Donc décembre, je commence à pitcher. On lève le truc, je démissionne, bref, pour des raisons de timing, je démissionne en mars, je pars en avril. En avril, je suis en mode, ok les gars, il faut qu'on soit live cet été. Donc, du coup, je pars en Asie. Moi, à l'époque, je connais strictement zéro, si tu veux, à l'industrie. Mais je suis en mode, c'est pas grave, je vais apprendre. Il se trouve que début mai, il y a le salon du vélo à Shanghai. Pas mal. Donc ça tombe à pic, tu vois. Je prends un avion, j'arrive sur place. Je tombe sur un truc qui est tu vois, sur la carte, tu as un salon des congrès qui a la forme d'un trèfle à 4 feuilles, tu vois. Je me dis, très bien, t'arrives. Et en fait, chaque feuille du trèfle à 4 feuilles, c'est genre 2 fois le Stade de France sur 2 niveaux. Wow, my God, ah oui, donc il faut une semaine en fait pour tout. Non, mais c'est incroyable. Ouais. Et t'arrives et le salon, ça fait 2 des feuilles, pas tout le truc, mais ça te fait quand même, du coup, tu vois, une fois le Stade de France. Et t'arrives, et quasiment sur toute la façade, ça doit faire, je sais pas, mais plusieurs centaines de mètres de long, t'as le logo des acteurs de free floating chinois qui viennent d'exploser
entre décembre, au moment où on se lance, et avril, le moment où on va en Chine pour se lancer, tu vois. Et donc, on arrive en se disant, ouais, bah, écoute, on va découvrir le machin, comprendre comment on va faire un vélo. En parallèle, on est en train de réfléchir à comment on va faire la partie app. Et en même temps, le marché mondial est complètement en train d'exploser. Et donc, tu me disais, est-ce qu'on était vraiment précurseur quand on l'a fait quand on s'est lancé en Europe, personne ne le faisait en Europe, ça n'existait pas. C'était le balbutiant en Chine, sauf que c'est allé très, très vite. Est-ce qu'il y a déjà... Toi, là, on est en quelle année déjà? 2017, ouais. Il n'y a pas encore les trottinettes en 2017? Non. J'essaie de me rappeler, en fait, à quel moment j'ai pris ma première trottinette. Fin 2017. Je crois que c'était une Lime, moi, que j'avais pris la première. Ouais, bah, en gros, création de Bird fin septembre 2017. Ah ouais, donc le momentum, t'étais bon, quoi. En vrai, tu te serais décidé 1 an plus tard ou 1 an et demi plus tard, bon, c'était mort, quoi. Je pense que j'aurais pas fait. Et on n'aurait pas levé, en fait. Ok. Tu vois, mais toi, là, t'es vraiment, ton idée, c'est le vélo, la trottinette, là, t'as pas en tête. Non, là, à ce moment-là, j'ai pas en tête. Moi, mon idée à l'origine, c'est vraiment vélo élec. Ouais. Et je suis en mode, mais vélo élec, c'est chaud, on va commencer par vélo méca. Et on va comprendre comment on fait, quoi. Donc, on arrive là-bas. Sur le salon, on rencontre des gars, des industriels. Et on book une visite d'usine. Donc là, à ce moment-là, je suis tout seul avec Clara, ma femme. Et 2 potes qui nous ont accompagnés, qui ont pris du temps, tu vois, qui connaissaient un peu le truc et qui étaient un peu et qui sont venus avec nous. Donc on est 4, on book une visite d'usine par jour pendant 30 jours. Et pendant 1 mois. Ah, vous êtes chauffé quand même, vous êtes resté 1 mois en Chine, quoi. Ouais, et dans des trucs, mec, vraiment des zones industrielles, de chez industriel, quoi. Tu vois. Ouais. Et du coup, pour comprendre vraiment chacune des étapes, quelles sont les machines, quelles sont les matières, d'où vient l'alu, comment tu extrudes, comment tu stampes, comment tu soudes, tu vois, les différents grades de matière, le contrôle qualité, comment tu fais les traitements thermiques, tu vois, des matières. Et donc, on se fait vraiment tout expliquer dans le détail. Et tu kiffes ou tu dis, waouh, putain, ça va être compliqué? Je kiffe de ouf. Toi, tu kiffes, ouais. Je kiffe de ouf. Moi, je suis vraiment dans ce truc de, tu vois, ce côté... j'aime bien comprendre, j'aime bien creuser et ça me fait kiffer, si tu veux, quand je fais un projet, ce côté un peu comme les mecs qui courent un ultra trail, tu vois, t'as une notion un peu de te challenger, d'aller plus loin, tu vois. Et donc c'est vrai qu'au contraire, moi je suis énorme kiff tu vois, de me dire putain, là il y a 1000 étapes et probablement que chacune d'entre elles tu vas pouvoir optimiser un peu, tu vas pouvoir aller être malin, trouver de l'innovation et faire un truc cool, tu vois. Ouais. Et donc là je suis à fond dans le truc. Pendant 1 mois on fait ça, on passe 3 commandes de vélo et à 3 fournisseurs différents. Et donc de proto là? Ouais, non, direct, on n'a pas le temps. Si on veut être à temps pour l'été, on passe direct 200 vélos x 3, clac, on rentre. Mais t'as besoin. Est-ce que les vélos, du coup, il y a déjà la techno dedans? Non, alors pour l'instant, j'ai pas la techno. J'achète le vélo et je fais un support standard sur lequel je vais brancher mon truc, tu vois. Ok. Et moi, à ce moment-là, je rentre en Europe. Et là, j'ai en gros 3 mois pour faire tout l'électronique et l'application. Parce que du coup, sur les vélos que t'as achetés, il va falloir mettre la petite techno qui fait que tu peux le verrouiller avec ton téléphone, quoi. Exactement. C'est déjà avec un QR code ou pas? Ouais. Ok. Ouais. Et donc là, on. T'en commandes combien des vélos? On est fin mai. T'en commandes combien des vélos? Au total 600 du coup. Donc tu claques les 200 000 balles. Ouais, et déjà je commence déjà à chercher une rallonge. Ouais. Donc un peu plus que 200 000 au total, ouais. Et là, c'est toujours pour Londres pour commencer? Non, alors du coup, de toute façon, Londres, on comprend que de toute façon, tu vas pas pouvoir faire tout de suite Londres. Ouais. Donc là, on sait pas exactement où on va lancer. Ah, t'achètes tes vélos, mais tu sais pas encore où. Non. Ça va peut-être être à Le Mans, et on embrasse tous les Manceaux et les Manson, les Mansen. Ouais. Bon, on les embrasse dans tous les cas. Ouais. Et donc, effectivement, on rentre en se disant, OK, il nous faut une ville, il nous faut une app, et il nous faut le système Bluetooth. OK. L'électronique, je travaille avec un pote, qui fait un peu la première version. Moi, je commence à faire le back de l'application. Tu sais dev, du coup? Ouais. Ah, mais je suis pas vraiment dev, mais dans le cadre de ce que j'ai fait à la BNP, je codais quand même pas mal. Mais donc, effectivement, je fais toute la première version du back moi-même. Et du coup, je fais toute l'archi, tous les choix architecturaux, qui sont finalement restés les mêmes jusqu'à la date aujourd'hui. Fou.
Et finalement, ouais, je dirais quoi, en 3 semaines, on a une app qui tourne. T'as exécuté fort quand même, hein, franchement. Ah, c'était violent, ouais. Parce que tu vois, moi, quand tu me parles, moi, je m'imagine. En fait, c'est ça. Moi, en fait, ce qui me fait stresser avec un business comme Pony, c'est, je dis, OK, mais par quoi je commence, quoi? En fait, ça me paraît. Mais en effet, t'as fait vraiment le mieux et l'ennemi du bien et t'as commencé par basique, mais. Ouais. Tu t'es quand même fait 1 mois de road trip en Chine, Ouais. t'as commandé les vélos, t'as fait all-in là-dessus, t'as pas de ville, faut faire l'électronique, faut faire l'app, enfin, quand même costaud, quoi. Bah là, de toute façon, c'était qui tout double, tu vois, mais après, il fallait y aller. Et donc, et en parallèle de tout ça, il faut qu'on trouve une ville. Donc là, c'est simple, on se dit, OK, bah nous, c'est l'Angleterre, on est en Angleterre. On regarde quelles sont les villes en Angleterre où les gens font du vélo. Bah, en fait, turns out, aucune, à part Oxford, Cambridge. Donc, on contacte Oxford-Cambridge, on leur dit, les gars, on a ce nouveau service, est-ce que ça vous intéresse? Cambridge, ils nous insultent, mais mode, jamais on voudra qu'il y ait des gens comme vous qui s'installent sur notre territoire. Et Oxford, ils sont en mode trop chaud. C'est quoi des gens comme vous? En gros, c'était pas ultra clair, mais si tu veux, tu avais un peu ce truc de on va envahir l'espace public pour gagner de l'argent, tu vois. Ah oui. Et tu vois, un peu. Il y a eu une défiance quand même très très tôt dans la naissance de notre secteur, et je pense qu'on peut en reparler. Nous, on venait avec un truc hyper positif. Tu vois, dans notre tête, on fait les gars, on va rendre l'équivalent de ce qui est Vélib disponible partout, pour tout le monde. Tout le monde aura un vélo dispo dans sa poche, tu vois. Donc on était en mode, bah c'est trop bien. Oui. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément clairs sur les enjeux vélo, tu vois, pour qui tu vois, ce besoin d'avoir un vélo un peu d'appoint, il n'existe pas du tout dans leur vie. Et ils nous ont plutôt vus comme des rapaces qui essayent de gratter l'espace public pour faire un truc qui est un peu de cash, quoi, tu vois. Bah, oui. Et Oxford, eux, pour le coup, ils étaient beaucoup plus en avance sur leur vision, tu vois, d'intégrer le vélo dans l'offre de transport en commun. Ils avaient un système avec station qui avait déjà fait faillite 3 fois et qui marchait pas du tout. Et ils font, ouais, bah écoutez, franchement, si votre truc, ça permet de faire mieux, moins cher, go, allons-y, quoi. Là, tu le dis tout simplement, mais je suppose que c'est beaucoup de meetings, beaucoup de... On est arrivé avec un gars. Comment il s'appelait, ce mec? Je me rappelle plus. On est arrivé à un meeting avec un Anglais. Tu sais, c'est les Anglais d'Oxford où quand ils parlent, tu comprends rien. 1h30 de meeting avec un gars qui est une des légendes si tu veux, de l'urbanisme et de la mobilité et de la théorie, si tu veux, de comment tu construis des plans d'urbanisme et tout ça. Et donc, un mec ultra important et tout. On se fait 1h30 de meeting et franchement, on comprend pas un mot. Tu vois, on n'a pas du tout le vocabulaire, on comprend pas comment les villes fonctionnent. On n'avait pas compris que ce mec-là travaillait pas pour la ville, mais pour la métro. Déjà, on sait pas qu'il y a une différence entre les villes et les métropoles. On sait pas très bien qu'il y a une différence entre les élus et les services. À ce moment-là, tu vois, on part sur un truc, on part de très très loin. Et finalement, tu vois, malgré tout, il y avait une vraie volonté de leur côté de laisser une chance et de tester le truc. Donc, ils nous prennent vraiment par la main. Là, on a eu beaucoup de chance en vrai que ça se passe comme ça. Et ils nous disent, OK, go les gars, on y va, venez, lancement septembre, 200 vélos, allons-y, quoi. Bon, ça va, tu voulais lancer l'été, septembre, ça va, tu vois, t'es bien. Et donc, on fait tout ça. Pendant ce temps-là, on continue à raffiner notre application, notre électronique. On attend les vélos. Et fin août, on... Est-ce qu'il va falloir faire quand même de la com pour que les gens y comprennent, ils téléchargent l'appli? Alors, non. Ça, c'est un truc intéressant. Très tôt, on se pose plein de questions sur les fondamentaux de notre business et qu'est-ce qui va être important. Et en fait, tu vas voir que la com, c'est pas un sujet important, et je vais venir pourquoi. Mais en fait, peut-être ce qui est intéressant déjà d'avoir en tête, c'est pourquoi on se pose ces questions et de comprendre un peu l'environnement dans lequel on lance. Donc là, on fait tout ce truc, on s'apprête à lancer Oxford, on est prêt. Et je le disais rapidement plus tôt, quand on était allé en Chine, on était marqué par tu vois, l'explosion du secteur en Chine. Et donc, pour donner une idée, tu vois, fin 2016, du coup, le secteur n'existe pas du tout. Tu as 2 boîtes qui balbutient en Chine, c'est Ofo, Mobike, qui sont 2 acteurs du vélo. Ofo, les vélos jaunes qu'on a eu à un moment à Paris, et Mobike, des vélos gris et orange.
entre, si tu veux, fin 2016 et avril 2017, où moi je démissionne de la BNP, les mecs lèvent genre 100 millions, 200 millions, 500 millions, 600 millions. Ils lèvent à deux, presque 1,5 milliard en 4 mois, quoi. Et donc là, on est en mode chaud, tu vois. Donc en parallèle, si tu veux, des challenges de faire les vélos, faire l'électronique, faire la tech, comprendre comment on va s'intégrer dans un plan de mobilité, parler avec la collectivité, donc tout l'enjeu réglementaire. Parallèlement à ça, il y a l'enjeu concurrentiel qui est huge et qui est ultra oppressant. Parce que tu te dis, putain, les gars lèvent vraiment beaucoup d'argent. Et ils font un truc, au début, on s'inquiète pas, on se dit, de toute façon, tu vois, des acteurs chinois qui finalement s'exportent, il y en a assez peu. T'es 2017, à ce moment-là, il y a rien autour de toi. Xiaomi, tout ça, c'est pas encore du tout répandu. T'as pas vraiment de boîtes chinoises, Huawei, tout ça, qui ont vraiment réussi leur... Xiaomi, c'est pour les gens, c'est cette fameuse trottinette hyper mainstream, c'est celle qui est noire avec des petits bouts rouges, qui a 350 balles. Mais je parle même les qu'on m'a volé au Chartron. Même les téléphones, même tout ça, il y a toutes ces marques-là, elles commencent à apparaître à ce moment-là, mais pour l'instant, rien n'est sorti de Chine. Tu vois, dans ton quotidien, t'achètes du Samsung, t'achètes du LG, t'achètes de l'américain, mais on n'a pas encore de boîte chinoise qui a réussi vraiment son truc, donc on n'est pas trop inquiet. Là, ils commencent à faire une levée de 600 millions. Ils disent, ouais, on va consacrer tout cet argent à nous étendre en dehors de Chine et en Europe en particulier. Et, tiens-toi bien, notre premier marché sera l'Angleterre, à commencer par Oxford et Cambridge. Ah ouais, ok. Et donc là, et donc ça, c'est, tu vois, je sais plus, mai, juin, un truc comme ça. On est au plein milieu du truc. Et donc là, on se pose la question, tu vois, est-ce que tu t'abandonnes, tu laisses tomber, et tu prends ce qui reste de cash et tu le rends aux actionnaires et tu fais autre chose. Et en fait, du coup, on a une vraie question on analyse du coup vraiment le marché, les fondamentaux du marché. Et on se rend compte qu'en fait, la dynamique en fait du vélo partagé n'est pas du tout celle de la tech traditionnelle. Dans le sens où tu es vraiment sur un achat impulse, tu vois, tu es dans la rue, tu as besoin de te déplacer, tu vas pas prendre un vélo quand tu es chez toi sur ton canapé, quoi. Donc, du coup, tu retrouves... Donc, tu as ce truc impulse où tu es contraint par la distribution. Pour pouvoir consommer le produit, il faut que le vélo soit en face de toi au moment où tu en as besoin. Et donc ça, à ce titre, ça c'est exactement identique à Fast Moving Consumer Goods, tout ce qui est les produits de supermarché, tu vois. T'as soif, t'as besoin d'une bouteille d'eau, si personne vend de bouteille d'eau autour de toi, tu peux pas en acheter. Et donc, tu vois, la distrib de toi en tant que fabricant de bouteilles d'eau, ta distrib, c'est la condition nécessaire. Elle est pas suffisante, mais elle est nécessaire. Et une fois que tu as la distrib, tu vas voir qu'en fait, les gens, s'ils ont qu'un seul choix, ils prendront ce qu'il y a. Donc, s'il y a un monopole, finalement, en réalité, voilà, les gens, ils prennent ce qu'ils ont. Et s'ils ont le choix, ils vont faire un choix en général sur 3 critères: le prix, le produit et la brand. Et donc tu as vraiment ce triptyque. Et donc tu vas voir que c'est là que tu vas voir des positionnements de marque, tu vois, dans les supermarchés, prix, produit, brand, avec tu vois, Cristalline qui va jamais tuer Evian et Evian qui va jamais tuer Cristalline, tu vois, ou Contrex, tu vois. Contrex, ça se produit très fonctionnel, régime. Evian, t'as ce truc brand qui rajeunit, tu vois. Personne ne sait trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, elle vaut 2 fois plus cher. Cristalline, Giroud, qu'on respecte tous. Et Giroud qui, lui, est sur le prix, tu vois. En fait, c'est juste Cristalline, elle est en bas du rayon, c'est la moins chère, voilà, point barre. Et tu t'adresses à finalement des segments de marché différents. Et ta question, quand toi, tu travailles sur ces produits, c'est quel est le segment de marché que j'ai envie de targeter, quel est celui que je trouve le plus intéressant. Et souvent, les marques construisent les groupes construisent des portefeuilles de marques pour adresser tout le marché. Et là, très vite, on se rend compte que finalement, notre secteur, c'est la même chose. Et que du coup, le fait d'être très très gros en Chine, ça va pas les aider finalement à l'échelle d'une ville comme Oxford. Puis après, c'est pas grave, s'ils ont des sous, justement, limite, ils vont évangéliser, en fait, ils vont vous aider à évangéliser le marché, en fait, quoi. 100%. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que finalement, sur le terrain, ce qui va faire les diffs, ça va être la qualité de ton service, la qualité de ta distrib, à quel point tu as les bons vélos aux bons endroits au bon moment, est-ce qu'ils sont bien entretenus. Donc, un vélo qui est cassé, c'est comme s'il était pas là. C'est ça aussi, moi, qui me ferait peur avec ton business, quoi. Ouais.
Et ensuite, tu as ce truc prix-produit brand. Et ce dont on se rend compte, et qui est assez surprenant, c'est que tu as une très faible sensibilité prix. Parce que le prix n'est pas affiché, en fait, si tu veux. Donc, en fait, tu découvres un peu le prix en utilisant le service. T'es déjà bien engagé, quoi. Parce qu'en fait, comme si t'es dans l'avion, t'as méga soif, la nana, elle te met la bouteille d'eau dans la main, elle te tend le truc de carte bleue, et là, tu dis... Quoi, 5 balles la bouteille d'eau? Bah ouais. Bah vas-y, j'ai soif. Bam. Et bah exactement. Tu payes. Et donc, il te reste avec un truc brand produit. Et donc, on comprend tout de suite que il va falloir travailler sur la distrib, travailler sur la densité, faire peu de villes, mais les faire bien. Et ensuite, avoir le meilleur produit et la meilleure brand. Et que, en fait, tout le reste n'a pas d'intérêt. Et l'autre truc qu'on découvre en faisant ça, c'est sur la partie communication. On découvre, en fait, que le produit lui-même, il se vend tout seul. Tu vois, c'est lui qui fait sa com, en fait. C'est lui qui fait sa com. Et si tu regardes, tu vois, aujourd'hui, quand tu innoves, en fait, tu fais aujourd'hui une nouvelle marque de boisson ou quoi, en vrai, tu peux tenter de faire des campagnes, tu vois, de noto et tout ça. Mais si t'es pas un énorme groupe, en vrai, tu touches un epsilon du marché. Et en fait, les gens, comment ils découvrent ton produit? Ils découvrent parce qu'il est chez Monoprix, en tête de rayon, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc c'est la distrib, en fait, qui fait ta promotion. Et c'est ta distrib, ton vélo. Si tu as 20 vélos bien garés devant la gare, dans une ville qui a jamais entendu parler de ton service, à 11h30, ils y sont plus. Ouais. Les gens tout seuls, ils ont vu le truc, ils ont compris, ils ont téléchargé l'app, ils ont créé leur compte, ils sont partis avec. Bah, tu sais que moi, par exemple, dans mon téléphone, je dois avoir toutes les apps qui ont fait des trottinettes, et même ceux qui sont... nés, morts, ressuscités, machin et tout. Parce qu'en fait, à un moment donné, j'ai besoin. Et en fait, tu prends le truc qu'il y a, quoi. Tu regardes, en plus, la dernière fois, la semaine dernière, la dernière fois que j'ai pris un pony, je vous raconte l'anecdote, ça va être facile. Parce que j'ai des potes de merde qui me donnent une adresse, mais qui finalement, en fait, se trompent. Donc, je me tape de Codéran jusque dans le centre-ville avec mon pony. J'arrive place du Palais. Je l'appelle, il est pas place du Palais. Il est complètement rue Fond-de-Dège. Donc là, je vais aller reprendre mon pony. Putain, en 30 secondes, quelqu'un me l'avait piqué. Là, je vois quoi? Je vois des trottinettes Dot. Je télécharge Dot et je me prends une Dot, quoi. Tu vois, enfin, en fait, au final, et c'est pas parce que j'ai vu une pub Dot, c'est parce qu'à un moment, j'avais besoin, il y a des Dots, je prends une Dot, quoi. Exactement. Voilà. Et donc, en fait, à la fin, la com, pas de com. Et jusqu'à très récemment, on a fait pendant presque 5-6 ans, pas de budget com. Zéro. Et ce qui compte finalement, c'est ta marque, ton produit et la qualité de service et ta distrib, quoi. Et donc vas-y, le launch, est-ce que tu peux le raconter? Ouais, le launch, histoire de dingue, parce que du coup, Oxford, du coup, nous on est chaud. Ils sont pas encore là, les Chinois là, du coup. Non, mais alors par contre, dans l'été, message de la mairie, bon, finalement, il y aura plusieurs opérateurs au lancement à Oxford. Ok. Donc là, on part sur un truc, mec, une histoire. À ce moment-là, le secteur a explosé en Chine. Ofo, qui est donc, qui a vraiment commencé à lever de l'argent en 2016, pour te donner une idée, c'est 10% de la production mondiale de vélos en 2017. Vas-y, attends, redis. Un vélo sur 10 produit dans le monde en 2017 est un Ofo. Ok, c'est fort quand même quand t'as 10% d'un truc qui va devenir aussi gros, quoi. 10% de la production mondiale de vélos. Ouais. C'est juste délirant. Et donc, tu vois, c'est là que tu commences à avoir les pyramides de vélos en Chine, tout ce délire. Et ces gars-là, en Chine, ils mènent une guerre sans merci. Il y a des centaines d'acteurs qui sont apparus du jour au lendemain. Et les mecs arrivent en Europe en disant, nous, notre mission, notre objectif, c'est d'empêcher les acteurs locaux d'émerger. Donc, c'est de tuer dans l'œuf toute initiative, d'avoir des petits acteurs qui essayent de faire ce qui s'est passé en Asie. Et donc, nous, ils ont appris qu'on lance à Oxford en septembre, donc ils se précipitent, sauf qu'en fait, ils ne sont pas prêts. L'app Ofo, du coup, elle lance toute une partie de trucs qui est encore en chinois, et notamment, ils n'ont pas eu le temps de faire l'intégration Stripe, donc tu ne peux pas payer. Tu télécharges l'app, les vélos sont gratuits. Parce qu'à l'époque, c'est ça, on paye quoi? On rentre, il n'y a pas encore l'Apple Pay, par exemple. Non, tu mets ta carte et tu payes. Tu mets tes codes et tout. Ouais. Quel enfer. Mais à l'époque, c'était standard encore. Oui, donc en fait, c'est rien que d'y repenser.
Toi, même moi, là, tu me demandes où est ta carte de crédit, je sais pas où elle est. Ouais. Franchement, elle est tout. quelque part. Mais ok, donc ils arrivent, ils sont pas prêts, Ils sont il y pas a du prêts. chinois partout. L'app, si tu veux, elle, tu peux pas payer, quoi. Genre, tu télécharges l'app, les vélos sont gratuits. Ah putain. Et donc, le mec, donc, je rencontre à l'époque, ils ont recruté un gars, Josie Driver, qui est le GM à ce moment-là de DriveNow et l'ancien GM de ce truc qui faisait où tu partageais les camionnettes, là. Bon, enfin, peu importe. Ah putain. Tu vois de quoi je parle? Bah oui, le logo bleu. Ouais. Putain, c'est là, dans les 10 premiers clients Kimono. Tracker. Ah non. Non, pas eux. Non, c'est pas ça. Bon. Bref. Mais des énormes boîtes, tu vois. Et donc, il recrute ce gars-là. Et le gars, il vient. Et je le rencontre. Et il me dit, écoute, moi, simple, j'ai un mandat. J'ai un budget no limite pour vous tuer. Donc, on va laisser les vélos gratuits autant de temps qu'il le faut. Et... C'est presque interdit de faire ça, non? Bah, en fait, j'ai découvert que pas. L'abus de position dominante est beaucoup plus compliqué. Bah, c'est pas du dumping social, ça? Ouais, mais c'est... dumping tout court, en fait. Ouais, mais c'est très compliqué à établir, en fait. Ouais, c'est très compliqué à Puis établir. va attaquer la boîte qui est en Chine, machin et tout. Ouais. Bref. Et donc, pour te donner une idée à quel point les mecs sont vénères, à Oxford, à la rentrée, il y a un escalier monumental et chaque année, il y a un sponsor de la rentrée. Donc, cette année, on décide d'être le sponsor et tu colles un autocollant sur chaque Mac d'escalier. Donc, quand tu fais la montée des marches, tous les gens qui prennent une photo, il y a ton logo, quoi, tu vois. Donc on s'est nopé, ça coûte pas si cher que ça, finalement, tu vois, genre 10 000 balles. Mais qui était pour nous, sur 200 000 balles de funding, le bout du monde, tu vois. Et la veille de la rentrée, les mecs sont venus la nuit enlever les autocollants. Je te crois pas. Je te jure, mec. Guerre, quoi. C'était ouf. Ils avaient recruté que des anciens militaires. Ils étaient, tu vois, nous, on était 4, 5. Et eux, ils étaient une trentaine. Et tu vois, on avait loué une maison à Oxford dans laquelle on dormait et tourné autour de la maison, les gars. Ah ouais. C'était vraiment violent. Et en fait, donc voilà, c'est comme ça qu'on lance. Qu'est-ce qui se passe là? On se dit, bah, nous, notre théorie, c'est que de toute façon, l'offre, ce qu'on a réussi à garantir, c'est que nous, on a 200 vélos, eux, ils ont des 100 vélos, avec l'argument qu'il faut vraiment éviter ce qui s'est passé en Chine, où c'est à celui qui jette le plus de vélos dans les rues. Et tu vois, parce que la distrib, on a dit, c'est le plus important. Donc, économiquement, le plus intéressant, c'est de maximiser ta distrib. Tu prends des vélos de merde, t'en mets le plus possible, t'as le plus d'utilisateurs, t'étouffes tout le monde. Sauf que quand tu fais ça, ce qui souffre, c'est l'espace public, tu vois, qui du coup est saturé avec des vélos de mauvaise qualité un peu partout, quoi. Donc ça, on arrive à bien faire la pédagogie très tôt en disant, écoutez les gars, la dynamique business, c'est celle-là, Fast Moving Consumer Good. Il faut, si vous voulez empêcher ce qui s'est passé en Asie, imposer un nombre maximum de vélos par opérateur. Et du coup, d'un seul coup, le combat ne se fera plus sur le nombre de vélos, mais sur la qualité de service. Donc ça, on arrive à l'imposer. Finalement, du coup, le nombre de vélos est le même pour tout le monde. Et à ce jeu-là, au faux pair, puisque du coup, leurs vélos sont gratuits. Du coup, c'est tous les mecs du ghetto qui font des tours avec leurs vélos, qui vont dans les quartiers un peu craignos. Et Oxford, finalement, il y a des quartiers vraiment chauds. Et du coup, à la gare, les gens qui, eux, ont besoin du service pour aller en centre-ville, au travail, entre les cours, etc., il n'y a que Pony qui est dispo. Ok. Et finalement, tu vois, on a tenu bon sur tu vois, ce qu'on pensait être, tu vois, la bonne stratégie au vu de notre compréhension du marché. Et on lance et en fait, on démonte le truc, ça marche trop bien. On a, tu vois, 10% de la population de la ville qui télécharge l'app en quelques semaines. C'est une ville de combien de dizaines de milliers d'habitants? 160 000 habitants. Ouais, quand même pas mal. C'est une grosse ville. Et c'est un carton. Ça tourne de ouf, c'est un carton. Et là, par contre, tu te rends compte que le Bluetooth, c'est de la merde, que les vélos, en fait, il te faut une V2, une V3, une V4, que la maintenance, en fait, il te faut ton propre atelier, que tu vois, qu'il te faut des guides de formation pour les mécaniques, c'est tout. Et là, on lance vraiment, c'est le début des learning, mais en tout cas, commercialement, truc de dingue. Ouais. Donc le launch, c'est là en fait où du coup il y a eu le pré-launch, le launch, le post-launch. Donc ça, là, c'est beaucoup de naïveté, beaucoup d'essais, j'allais dire, de trying. Peut-être éviter de faire que des mots anglais, parce que je vais encore me faire engueuler. C'est quoi j'allais dire, bon, bah, on s'en fout, le next step, du coup. Bah, en gros, donc là, learning, on sait que ça marche.
On sait qu'il y a une demande, on voit qu'on répond à un besoin. On voit qu'en fait, les gens, ils avaient envie d'avoir ce service pour se déplacer en ville. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que on est face à des mecs qui, si tu veux, sont dans une logique hyper, agressive, et donc en fait, qui font une distorsion de marché qui est énorme. Donc, on a du mal à comprendre exactement quelle est la sensibilité prix, tu vois, comment on peut... est-ce qu'il faut faire des abos, tout ça, machin. En fait, tout ça, il y a ce bruit, si tu veux, au faux qui perturbe le truc. Donc, on se dit, il nous faut une deuxième ville. Et on l'avait vu à ce moment-là, si tu veux, on avait vu, il y avait Oxford, Cambridge, et après, c'était compliqué, quoi. Et à ce moment-là, on est contacté par Angers, qui nous dit, les gars, on a entendu parler de vous, on a un événement en octobre, tu vois, donc ça va vite, fin octobre, à Angers. Et toujours de la même année, là ? Ouais, 2017. Ah, ok, ouais, putain. Est-ce que vous pouvez lancer pour octobre ? Et ils nous contactent en septembre, tu vois. On est là, les gars, c'est chaud, tu vois, parce que les vélos, ils sont en Chine, quoi. Enfin, il faut les fabriquer, il faut le truc. Et finalement, on est en mode, ok, go, on y va. On le fait, sauf qu'on prend du coup seulement, tu vois, un petit bout de notre flotte d'Oxford. On débarque et on lance comme ça notre deuxième ville, Angers. Mais franchement, tu vois, un peu par hasard. En gros, on check sur le papier, ça correspond exactement. Mais t'en mets quoi ? Tu mets une cinquantaine de vélos, une centaine ? Ouais, une cinquantaine, ouais. Ok. Bon, je suppose que c'est pas suffisant, mais non. Est-ce que c'est même pas ridicule, en fait, du coup, 50 ? C'est un peu ridicule, mais l'idée, c'est 50. En même temps, on passe des commandes pour, tu vois... c'était plus de la com pour une sorte de pré-lancement, quoi. Pas rater le truc, y aller, tu vois. Okay. Et donc, en fait, c'est comme ça en se disant, il nous faut un marché où on peut expérimenter, on a le temps, un territoire un peu protégé pour... sans avoir les excités du bocal sur le dos, quoi, dans ta roue. Exactement. Quoi. Et on lance Angers, et là, pareil, succès de ouf. Encore aujourd'hui à date. Tu vois, là, aujourd'hui, Angers, c'est plus d'1 million de trajets. C'est plus de 25% de la population qui a fait un trajet dans les 6 derniers mois. Il y a 43 000 utilisateurs. C'est énorme. Un quart de la population qui a été utilisateur dans le mois. 43 000 utilisateurs uniques sur le dernier semestre pour 40 000 abonnés transports en commun. C'est fou. C'est ouf. En gros, chaque jour, tu vois, on compte les vélos qui partent et qui arrivent et qui partent de la gare. Chaque jour, le volume qui part et qui arrive de la gare, c'est 4% des flux SNCF sur toute la métropole. Putain, c'est incroyable. Et donc, succès de dingue. Et donc, du coup, c'est quoi les learnings, là, du coup, avec une ville comme Angers, là, où là, c'est toi, vous êtes tout seul, tranquille, personne sur tes côtes. En fait, ça va être quoi l'enjeu, là ? Je suppose qu'il va bientôt avoir un enjeu qui est financier, parce qu'en fait, si tu as envie d'ouvrir d'autres villes ou quoi, tu vas pas tout en prendre les vélos d'Oxford pour les mettre à Angers, après prendre ceux d'Angers et les mettre à ça, et puis faire des vélos. Voilà, toi, tu avais quand même eu la chance de quand même de lever un peu d'argent et d'être tranquille un petit peu pour faire une première commande. Ouais. Et là, il va falloir lever plusieurs millions, quoi. Exactement. Donc là, on lance en Angers, carton, pareil. Et comme tu dis, très vite, on est en mode, il faut grossir. On retourne voir nos billets. Bon, qui peuvent mettre un peu plus, mais si tu veux, à la fin... oui, c'est pas des multimillionnaires, ça reste des... Ça reste, voilà. Et on se dit, maintenant, on a un proof of concept, on va tenter de faire un tour, tu vois. Donc là, fin 2017, on va voir les VC et on pitch un seed à 5 millions et qu'on est à ça de closer. Pas mal d'appétit, des gros fonds connus. C'est une bonne époque pour lever. Très bonne époque. Ouais, bon momentum quand même. On est en décembre. Un des partenaires d'un des fonds très connus à Londres décale son départ en vacances pour essayer de closer avant de partir. Finalement, tu vois, ça traîne un tout petit peu. On reprend le sujet à la rentrée. Entre décembre et janvier, il y a Gobi Bike, des vélos verts, qui lancent à Paris et qui se font éclater la tête en 2 semaines. Ils lancent 7000 vélos et 3 semaines après, tous les vélos sont détruits. Ils sont détruits par qui ? En fait, parce que c'est des vélos de merde, pas du tout assez solides. Okay. C'était vraiment l'approche asiatique. Je mets les vélos les moins chers que je peux, j'en mets le plus possible. Je chope des utilisateurs et avec les utilisateurs, je fais mes levées de fonds sur ma croissance et ma traction commerciale. Okay, je vois. Et en fait, sauf que c'était vraiment trop bas de gamme, les trucs sont éclatés. Et là,
d'un seul coup, la perception switch complètement, définitivement, de « Ah ouais, c'est intéressant, c'est un changement tu vois, c'est un nouveau paradigme pour se déplacer, tu vois, ça a complètement du sens dans la transition vers les mobilités douces, etc., vers le serviciel, vers le as a service, etc. » Ah, ce truc, c'est une nuisance et c'est de la pollution et en fait, le vandalisme fait qu'il n'y a aucune chance. Tu sais que moi, c'est bizarre, en fait, je n'ai absolument pas le souvenir. Alors peut-être qu'il n'y a pas eu ça à Bordeaux, hein, tu le diras après, mais tu sais, de tous ces vélos en libre-service, mais en fait, j'ai le souvenir des trottinettes où à un moment donné, c'était ridicule, quoi. T'avais des endroits, c'était arc-en-ciel de trottinettes. Franchement, au plus haut, on est dû monter à. Il y a 7-8 marques différentes. À Bordeaux, 12. 12, putain, tu vois, des fois, t'avais toutes les couleurs. Il y avait des parterres, machin, sur les trottoirs. Et à un moment donné, c'était le Far West, hein, quand même. Bah, ça a été le Far West, et du coup. Pardon, j'ai peut-être fait un trop fast-forward, mais. Et du coup, mais en fait, avant de l'être sur les trottes, ça l'a été sur le vélo. Ok. Même à Bordeaux? Non, à Bordeaux, il n'y a pas eu. Ah, c'est pour ça que ça me dit rien. T'étais pas dans le truc. En fait, à ce moment-là, c'était sur des gros acteurs qui cherchent à faire, si tu veux, des grosses levées et qui ont besoin d'avoir des marchés très visibles, tu vois, avec une grosse profondeur. Et donc, en France, à ce moment-là, c'est que Paris-Lyon, Marseille, mais c'est tout, tu vois. Et nous, Angers. et en fait, là, notre truc tombe à l'eau. Donc les VC disent non. Ouais, les gens, ils sont en mode, en fait, j'ai juste pas envie que ce que vous essayez de faire, ça existe. Tu vois. Le retour, ça a été ça, tu vois. Et donc, à ce moment-là, on se retrouve, tu vois, vraiment à poil et avec un service qui répond clairement à une demande. Avec, tu vois, quand il est bien géré à Angers, Oxford, on le voit, s'intègre hyper harmonieusement avec l'espace public et tout. Mais on n'arrive pas à faire la pédagogie du marché parce que, en fait, tu vois, les articles de presse s'enchaînent sur à Berlin, c'est le chaos, à Londres, c'est le chaos, à Paris, c'est le chaos. Et tu vois, et du coup, les gens qui challenge le modèle financier dans TechCrunch et qui sont en mode ça marchera jamais, etc., quoi. Et donc là, en fait, on se dit ça va être dur, on va pas pouvoir lever, il faut qu'on se débrouille avec ce qu'on a. Donc on n'a pas grand-chose en banque. L'option BA, là, pour aller chercher un ou deux, non, vous l'envisagez même pas? Non. Ouais. Et puis parce que, tu sais, en fait, tu t'es battu quand même pour faire ce tour, tu vois, ça a été... t'as mis beaucoup de... Et quand ça retombe... Ouais, à Noël, t'as dû dire à toute la famille que t'avais élevé et tout. Ouais. Bah ouais, tu t'es senti bien, tu vois. Enfin, en gros, t'as passé un bon Noël. T'arrives, tu vois, chez Axel, le dernier étage à Londres, les locaux, c'est juste une tuerie. Chaque tableau, c'est ton funding. Tu vois, tu te dis, ça y est, tu vois, ça va... Et en fait, bon, tout ça, ça retombe. Et t'es pas dans un mindset d'aller voir des BA parce que... T'es même pas sûr, du coup, ça te met le doute aussi, toi, tu vois, de est-ce que finalement ce que je fais, ça va marcher, tu vois, t'as pas envie de prendre de l'argent des gens, tu vois, si t'as besoin aussi de te recentrer, de te refaire une conviction. Donc, on prend le temps, si tu veux, de digérer un peu le truc et finalement, en fait, on se dit ouais, ça marche, mais c'est peut-être pas VC funded, tu vois, enfin VC compatible à court terme, enfin voilà, mais ça marche. Ce qu'il nous faut maintenant, en réalité, c'est pas tellement de financer notre siège parce que ça, on a un truc qui tourne, c'est de financer nos capex. Et donc en fait, on est sur un business type infra. Pour que je comprenne, donc les capex, donc c'est les vélos, quoi. C'est les vélos, c'est le matériel roulant. C'est le matériel IMO, quoi. Qui, lui, le matériel, effectivement, il fera jamais un 10x ou un 100x, tu vois. C'est-à-dire qu'un vélo, il fait pas 10 fois son coût en chiffre d'affaires dans sa vie, tu vois. Et donc, si tu le finances 100% avec de l'argent, tu vois, d'un fonds de venture, tu vas pas produire les rendements qui sont attendus par les fonds de venture. Donc, de toute façon, très tôt, d'un point de vue financier, on comprend que il va falloir être innovant sur le mode de financement. Ah, mais oui, putain, je sais où tu veux en venir. Moi, c'est comme ça que je vous ai connu. Et là, donc, on pouvait investir dans un pony. Exactement. Ah ouais, putain. Et donc là, on est en recherche, on se dit, en fait, ce qu'ils nous font, c'est un fonds infra qui nous accompagne, mais on est trop tôt. Les deals infra, c'est des deals sur lesquels les fonds font pas beaucoup de marge, donc ils viennent pas en dessous de 30-50 millions, tu vois. Et c'est comme ça que tu finances les autoroutes, les hôtels, tu vois, les flottes de voitures, tu vois, mais c'est... Ah, j'ai écouté là, du coup, toujours chez Mathieu Stéphanie, là, il avait le PDG d'Accor, qui disait qu'il faisait ça maintenant pour leurs hôtels. Mais tout le monde. Ouais, voilà. 100%
maintenant quasiment dans tous les groupes qui ont des actifs, les actifs sont isolés dans ce qu'on appelle un SPV, Special Purpose Vehicle. C'est une entité qui sert à posséder les actifs, qui elle a ses propres sources de financement, si tu veux. Et tu sépares quasiment tout le temps l'opérationnel de la possession des actifs. C'est ces deux activités très séparées en réalité. Et donc là, on se dit, il faut qu'on devienne vraiment un opérateur et il faut qu'on trouve un partenaire financier pour la partie financement des actifs. En gros, qui possède les CAPEX. Exactement. Et en fait, qui possède les vélos dans votre cas. Sauf qu'à ce moment-là, on se dit, mais qui sera chaud de venir aussitôt sur des gars qui ont 500 vélos. À ce moment, on avait quand même 900 vélos, tu vois, on va dire, avec 400 à Oxford, 400 à Angers. Et tu vois, vélo mécanique, tu vois, c'est des tout petits montants. C'était même pas des vélos électriques, ça que tu l'as dit tout à l'heure. Ouais, c'est des tout petits trucs. Et là, on sort se trouve qu'en parallèle, on continue à itérer sur l'app, le truc, le machin, et le vélo. Et on sort un nouveau modèle de vélo, trop stylé, tu vois, avec un look un peu rétro, BMX, avec des jantes, notamment, ce qui avait vachement marqué, des jantes des jantes avec des rayons bâtons, là, un peu type BMX en plastique, tu vois. Ultra. En fait, je me rappelle de la campagne, mais je me rappelle pas de la gueule du vélo. Ouais. Et du coup, là, il y a des mecs qui nous contactent et qui font « Ouais, putain, il est trop beau le vélo, est-ce que je peux en acheter ?» On dit « Bah non, mais si tu l'achètes, il est pas fait pour, et puis ça va foutre le bordel entre eux. Est-ce que c'est ton vélo perso, est-ce que c'est un vélo de loc ?» Et là, ça fait tilt dans nos têtes, et on se dit « Mais si, en fait, toi, t'es utilisateur, c'est clair pour toi la valeur du service, le vélo pour toi, il a de la valeur, donc tu vois, c'est logique pour toi d'investir, de dire si ça marche pas, je récupère mon vélo. » Et c'est comme les gens qui achètent un studio et qui le foutent en full Airbnb. En fait, c'était un peu ça votre idée. Ouais, et de vouloir faire le Airbnb du vélo. Et on se dit, en fait, les gens qui peuvent financer nos actifs, c'est des utilisateurs eux-mêmes. C'est pas des gros montants, c'est fun, on peut faire une expérience hyper cool. Si ça marche pas, au pire, t'as acheté un vélo, tu récupères le vélo. Et puis tu contribues en plus à un truc socialement intéressant, et à la transition vers les mobilités douces. Et donc, on fait, on va proposer à nos dizaines de milliers d'utilisateurs, parce qu'encore une fois, le gros truc magique de notre marché, c'est que tu mets les vélos dans la rue et tu as des milliers d'utilisateurs gratos, tu n'as pas de coût d'acquisition. Et donc, on se dit, on va exploiter toute cette communauté et leur proposer de nous accompagner. Et on lance du coup ce qu'on a appelé Adopt un Pony, qui était... Voilà, Adopt un Pony, c'est ça. Exactement. Tu sais, moi, c'est mon pote qui a l'agence Slick. Ouais. Tu vois qui c'est ? Redis-moi comment il s'appelle. Et du coup, je dis que c'est mon pote et j'ai pas son prénom en tête. C'est parce que je l'ai reçu, mais putain, pourquoi j'arrive pas à me rappeler son prénom ? Antoine, pardon, putain. Okay. Et c'est lui que j'avais vu poster ça sur LinkedIn à l'époque, mais il y a longtemps. C'était avant le Covid, ça, non ? 2018, ouais. Donc tu vois. Et donc, on lance le truc en disant, écoutez, les gars, vous achetez un vélo, vous payez la TVA, c'est le vôtre, et puis vous nous confiez la gestion, et si quelqu'un le loue, on fait 50-50 sur le chiffre d'affaires. On vous rend, le truc. Et là... Et ça, en plus, là, comment tu fais ? Parce que ça, on est d'accord, là, c'est typiquement de l'investissement. Donc, est-ce que c'est pas vraiment, parce qu'en fait, tu vois, nous, on ne promet pas un rendement, rien, tu vois, c'est plus, t'achètes ton truc, c'est vraiment comme si t'achetais un appart et que tu le mettais sur Airbnb, quoi, tu vois. Ouais, ok. Ouais. Oui, puis encore une fois, on est en 2018, il y a plein de règles qu'il y a maintenant qu'il n'y avait pas avant, quoi. Ouais. Et donc, on y va, et... On met comme ça 200 vélos en vente, 100 à Oxford, 100 à Angers, tu vois, en se disant, on va voir, tu vois. Et on clique sur le bouton, on fait un autre truc, tu vois, et une demi-heure après, on nous dit, ça marche pas, je peux pas acheter, tu vois, le truc et tout. Et on fait, putain, on regarde. Et en fait, sold out, 30 minutes. Nickel, le truc cartonne, gros. Les gens sont hyper enthousiastes, feedback de ouf. Tu vois, il y a avec des gens extraordinaires. Il y a un mec qui a un sanctuaire pour accueillir les éléphants, à la retraite en Inde. Et tu vois, qui a acheté des vélos à Oxford et qui les a appelés le nom de son sanctuaire. C'est ouf. T'as plein de mecs, des locaux, tu vois, qui ont un peu toute l'intelligentsia locale, tu vois, d'Angers et d'Oxford, qui a acheté, qui a mis le nom de son resto ou le nom de sa boîte, ou tu vois, hyper fun. Un moment ultra cool. Comment ça se passait, du coup, par exemple, imaginons, moi, j'aurais acheté un pony à l'époque, donc je l'achète sur votre plateforme. Sur l'app, directement dans le Comment téléphone. je sais, en fait, lequel vélo est à moi ? Ça te l'affiche en rose sur l'app, et voilà. Donc sur l'app, je vois où est mon vélo. Ouais. Et je vois tous les jours, dès que quelqu'un l'utilise, moi, je me prends 50% du montant pour moi.
t'arrives, tu vas sur l'app, tu fais OK, adopte un pony, tu choisis un vélo, tu choisis ta ville, tu lui donnes un nom, Joy Jumper. Dès qu'un mec fait un trajet, tu vas une notification, Joy Jumper part en trajet. Tu vois le vélo se déplacer temps réel. À la fin du trajet, Joy Jumper a gagné 3 euros, Ok. 1,50 €. Et tous les jours, tu vois ta balance qui augmente. Et il y a des jours, c'est trop fun, parce qu'il y a des jours où tu le vois, il fait beau, c'est le jeudi, ça part dans tous les sens, tu fais 7 trajets dans la journée. 7 fois 1,50 €, mec, ça paye les bières, tu vois. Ouais. Et il y a des jours, il pleut, il est dans un Combien ça quartier. coûtait le vélo? 200 balles à l'époque. Ok, donc tu investissais 200 euros. Ouais, Et alors, parce que comme je ne vois plus faire de pub, pour ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a merdé à un moment donné. C'était quoi? Qu'est-ce qui a merdé dans le modèle? trop de demandes. En fait, 12 000 personnes aujourd'hui sur liste d'attente. Du coup, en fait... Depuis 7 ans, du coup. Ouais, du coup, la plus grosse vente qu'on a fait, c'était décembre 2020, 1 million d'euros en 5 heures. Putain. Mec, on a lancé les 5 premières minutes, 50 000 euros par minute. Ça, c'est ouf. C'était dingue. Et du coup, et donc, en fait, ça fait qu'aujourd'hui... Ce que ça a fait, c'est que du coup, on n'a jamais eu besoin d'investir dans le produit parce que en fait, il y avait toujours trop de demandes. Et du coup, on a un produit qui a financé plusieurs millions d'euros. Et pourquoi tu t'en sers pas pour aller encore plus vite, plus loin? Parce que ça coûte cher. En fait, Qu'est-ce qui coûte cher, du coup? Bah, déjà, tu achètes le vélo, donc tu payes la TVA. Donc déjà, en tant Tu qu'investissement... peux pas faire comme de la précommande? En fait, non, mais dans tous les cas, c'est-à-dire qu'en fait, dans tous les cas, en fait, il faut qu'on fasse un truc qui est plus efficace fiscalement que ce qu'on fait aujourd'hui. Là, c'est trop naïf, tu vois. Ça coûte cher. Et puis, les attentes, en fait, de rendement des particuliers sont assez élevées. Mhm. Et en fait, aujourd'hui, on a atteint une échelle où en fait, on a d'autres solutions de financement qui sont plus efficaces. Mais malgré tout, ça fait partie de notre ADN. C'est un truc dans lequel on continue à investir. Tu vois, là, on a quand même aujourd'hui plus de 2000 personnes qui sont Angel, qui ont des vélos et des trottinettes dans toutes les villes, électriques, pas électriques. Et ça continue à se développer, mais on travaille sur un nouveau format, tu vois, pour que ce soit plus efficace pour eux comme pour nous. Mais en tout cas, on lance Adopt Pony 2018, carton de ouf. On refait plusieurs ventes. Ça finance plusieurs millions d'euros très vite. Et en fait, on fait exploser la taille de la flotte avec ça. Et on the back of that, on relève avec un fonds de VC. Enfin, on lève avec un fonds de VC pour la première fois en 2019. Ouais, c'est bien ce qui me semblait que tu avais levé quand même. Ouais. Et donc là, on lève 2 millions 2019 avec Demeter. Ok. Et on relocalise notre siège d'Angleterre vers la France avec un gros focus France à ce moment-là. Ouais. Et ensuite, là, du coup, on arrive très vite à notre petit Covid. Est-ce que pour vous, ça va être une opportunité, une salle? Alors, je suppose peut-être plus près de la salle année ou quoi, mais comment vous traversez ça, du coup? Même pas un an après votre levée, quoi. Ouais, Covid, c'est 95% de baisse de chiffre d'affaires du jour au lendemain, ça, de toute façon. Ouais. Et donc là, de toute façon, tu peux rien faire. À ce moment-là, on se dit, bon, bah, perdu pour perdu, tu vois, on met nos vélos et nos trottinettes à disposition du personnel soignant, etc. Bon, on essaie de contribuer comme on peut. Et puis on serre les fesses. Mais en fait, la réalité, c'est que la nature de notre business, c'est que quand tu n'as pas de trajet, tu n'as pas de coût. En gros, on est sur une structure de coût qui est très, très variable. Et donc tu vois, si personne n'utilise le vélo, tu n'as pas besoin de recharger la batterie, quoi. Et Ouais, puis là, je suppose que tu n'avais pas masse salariée à ce moment-là. Non. Donc, en vrai, c'est juste ça vous fait un point d'arrêt, mais ça, c'est pas... on n'a pas le couteau près de la horte, quoi. Non. Bah, et aussi, il faut le dire, tu vois, tout ce qui a été mis en place, tu vois, sur le chômage partiel et tout, ça a vachement aidé. Ouais, de ouf. Donc, bien sûr, ça a coûté un peu, tu vois, mais au final... toutes les aides qui ont été mises en place, elles ont fait le taf. Et Psartec, Manu, pour ça, on a beaucoup apprécié. Franchement, c'était vraiment bien joué. Ouais. Et bon, après, tu vois, tu as quand même pris des dettes qu'on continue à rembourser aujourd'hui et tout. Donc voilà, c'est pas non plus gratos. Hein. Mais au global, ouais, non, c'est pas senti menacé du tout. Et on est sorti du truc. Et au contraire, quand on est sorti du truc, du coup, le Covid, ça a été un moment, ça a été une pause où beaucoup de gens ont remis en question leurs habitudes. Moi, j'ai adoré. Voilà, moi, j'ai adoré aussi. Mais d'un point de vue business, pour nous, ça a été extrêmement positif parce que ça a fait que les gens
ils ont pris du recul sur le métro métro boulot dodo là, et ils ont pris du recul sur en fait, est-ce que j'ai déjà vraiment besoin d'aller au boulot, est-ce que c'est le bon boulot, est-ce que c'est la bonne façon est-ce que métro c'est le bon truc, tu vois, il y a plein de questions et en fait, et on a vu exploser finalement le vélo à ce moment-là. Ouais, ok. Parce que les gens avaient peur de prendre les transports en commun. Parce que, et aussi parce que pendant le Covid, ils avaient rien à faire, ils ont réparé le vélo qui était dans le garage et ils se sont rendus compte qu'en fait c'était hyper pratique et tout ça. Et c'est vrai qu'il y a eu un vrai engouement vers les mobilités douces à la sortie du Covid et qui continue depuis et dont on a vraiment bénéficié. Ouais, non, de ouf. De ouf. Donc là, en fait, vous sortez du Covid parce que moi, j'ai eu l'impression, en fait, par rapport à une discussion qu'on avait eue au tout début, on s'était rencontrés, parce que nous, on est en 2025, nous, on a dû se rencontrer, je sais pas quoi, en 2022, un truc comme ça. Ouais, quelque chose comme ça. Donc là, c'était 2022, c'était avant votre même pivot. 2021, ouais. Bah, je sais plus. Ouais. Je crois que c'est 2022, le poney, ouais. Ouais. Et quand je dis le poney, du coup, c'est le Poney Club, hein, à ne pas confondre. Hein. Tu me fous un bordel, toi, sur le référencement. Bref. Mais du coup, donc là, vous êtes toujours sur les vélos. En fait, et sur les vélos mécaniques. À quel moment, du coup, il y a les vélos électriques et même les trottes qui arrivent? Ouais, donc vélo électrique. Et bien plus tard, du coup, les vélos, je vais pas utiliser la bonne sémantique. Le double poney, long tail. Le double poney, ouais. Et donc, en fait, donc côté produit, nous, on travaille d'arrache-pied sur le vélo élec. Mais vélo élec, très, très dur. En gros... À ce moment-là, il n'y en a pas encore. Non, il n'y a pas, nulle part. Ou en tout cas, t'as Jump à l'époque, les vélos rouges aux États-Unis. Ah, mais je me rappelle de Jump, ils n'avaient pas été rachetés par Uber ou un truc comme ça? Ah si, ils ont été rachetés par Uber et ensuite par Lime. C'est devenu les vélos Lime. Le vélo Lime, c'est Jump en fait. Ok, Lime, on est d'accord, c'était les trottinettes blancs et verts. Ouais. Ok. Ouais, qui sont toujours là. Hein. Ceux qui sont à Paris. Ouais, c'est parce que nous, ils se sont fait têche de Bordeaux, c'est pour ça que je les vois plus. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc en fait... Les vélos électriques. Le vélo électrique, on travaille dessus, mais tu vois, en fait, un des éléments les plus clés du business, c'est le taux de casse de tes véhicules. En fait, c'est tous les combien de trajets tu dois faire une intervention en maintenance. Parce que déjà, ça coûte cher de réparer un vélo, mais aussi parce qu'à chaque fois que tu as une répa, tu as un taux d'immobilisation, tu vois, un temps. Quoi. Il faut déjà comprendre que le vélo est cassé, aller le chercher, le ramener à l'atelier, le réparer, le checker et le redéployer. Bon, je le sais, ça, c'est les utilisateurs qui indiquent le vélo est cassé, en fait, non? Des fois, oui, mais des fois, ils ne le font pas. Donc, des fois, tu as juste un vélo, il ne bouge pas, tu vois. Par exemple, tu roules, tu crèves. Toi, tu t'en es pas rendu compte, tu vois, c'est tu vois, ça se dégonfle petit à petit, mais bon, tu l'as garé, bon là. Et en fait, après, le vélo, il est à plat. Le mec d'après, lui, il le voit à plat, il essaie même pas de le déverrouiller. Donc, tu n'as pas le feedback, tu vois. Et donc, il faut déjà te rendre compte que tu as le problème. Et donc, en fait, cet effet cumulé, si tu veux, du coût de la maintenance en elle-même, plus de l'immobilisation liée à la maintenance, ça fait qu'en fait, la sensibilité de tes marges au taux de casse, elle est exponentielle. Quoi. Et donc, quand tu dépasses en gros 3-4%, c'est impossible d'être rentable. Ouais, en fait, vous êtes tellement en fait sur un métier de centimier, de volume, et en fait, toutes ces KPI là que tu es en train de donner, en fait, dès que tu en as une qui se bat en couille, ça te nique toute ta renta, quoi. Ça va très très vite. Ouais. Il te suffit d'une pièce qui a un lot avec un défaut, et de toute façon, tout s'est niqué, quoi. Enfin, c'est vraiment, faut rien lâcher, quoi. Et donc sur le vélo élec, à ce moment-là, on ne sait pas encore faire un vélo qui a le bon taux de casse, tu vois. Donc on travaille. Et en parallèle, Bird, aux US, il lance la trotte, tu vois. Et au début, on regarde le truc et on se dit, on regarde le modèle de trotte qu'ils utilisent. Moi, au début, tu vois, je suis pas forcément convaincu de la demande. Et en plus, ça se problème du taux de casse. Tu vois, c'est des taux de casse à l'époque sur les trottes entre 10 et 12%. Tous les 10 trajets, tu dois intervenir. Donc, autant dire que tu n'as aucune chance. Donc, on les voit se lancer à toute vitesse et on se dit, franchement, ça va jamais marcher, ce truc. Les creux. Et en fait, la demande, elle est juste inouïe, tu vois, sur ce marché. Et donc, on se dit, vas-y, écoute, c'est quoi? Il faut quand même le tester, on va voir. Donc, on voit avec Angers et on lance 50 trottinettes en test à Angers en février 19, tu vois. Donc, à ce moment-là, ça faisait 1 an et demi qu'on était dans la ville. Et en 2 semaines, on avait plus de 500 vélos à ce moment-là.
on lance 50 trottes et en 2 semaines, on fait plus que doubler notre base d'utilisateurs. Ah, mais ça, il y a un truc qui s'est passé. Mais là, En fait, le truc, c'est que tu vois, pour moi, la trottinette électrique en libre service, c'est. Je suppose que oui, que tu as vu la série Super Pumped sur Uber. Et tu sais, quand il va jusqu'à le fameux business angel là, qui est joué, là, je sais plus le nom de cet acteur, il joue le rôle du keuf dans Loup de Wall Street. Et là, tu sais, il essaie vraiment de le convaincre, le CEO de Uber. Et là, le mec, le BA, il lui pose une dernière question. Il fait vraiment, une fois que le mec fait un premier voyage, est-ce qu'il est ferré? Là, je sais plus comment il le dit en anglais, mais en gros, en mode, ouais, il est mort, quoi. Il est dans notre poêle. Fois. Et c'est vrai qu'on se souvient tous, on a utilisé Uber une fois. Et là, on s'est dit, bah ouais, en fait, plus jamais je n'utilise pas cette appli. Et c'était pareil après la trottinette. Moi, je me rappelle la chose, ce truc-là, mais j'étais là, j'ai même failli me casser la gueule parce que je comprenais pas. J'ai dit, bon, bah, quoi, maintenant elle marche et tout. Je vais dessus, tu sais, puis c'était quoi ce truc? Plus tu sais, j'appuie sur le bouton, je pars comme ça, mais une fois que t'as utilisé le truc, tu le reposes, tu dis, ça m'a coûté 2,50 balles et j'ai fait 2 km, quoi. Bah ouais. Et je suis porte à porte et s'il y a des embouteillages, j'ai pas de problème. Et là, je me suis dit, ok, génial. Et puis j'ai pas fait un seul effort, quoi. Enfin, c'est mon côté feignant qui part, quoi. Tu vois, et en effet, du coup, les trottinettes électriques, c'était une dinguerie à ce niveau-là, quoi. C'était une dinguerie. Et puis, tu vois, et donc là, j'avoue, j'ai fait, ok, bah en fait, ce truc. Il n'y a pas d'option où ça se passe pas. En fait, une trottinette, là, elles sont mal faites parce que on est sur des phases early. C'est des produits retail, tu vois, un peu cheap sur lequel on a foutu un module GPS. Mais dans le fond, en fait, tu peux faire des trucs ultra costauds. Une trottinette, essentiellement, tu as 3 fois moins de pièces que dans un vélo. 3 fois moins de pièces, 3 fois moins de casse. Parce que moi, c'est ça. Donc là, on est vraiment à l'époque. Moi, j'ai connu Pony avec les trottinettes. Je ne les ai pas connus par le vélo de base. Non. Et du coup, donc là, en fait, on go full speed sur la trotte, tu vois, en disant, en fait, il y a le focus, quoi. C'est notre service de ce qu'on cherche à faire, tu vois, c'est de se débarrasser de la voiture au maximum. Et donc, ouais, carton de ouf. Angers, ça marche très, très fort. Et on lance, du coup, Bordeaux, notre deuxième ville, effectivement, l'été 2019. Voilà, c'est ça. Et Bordeaux, truc de ouf. Là, on est d'accord, quand vous vous lancez à Bordeaux, c'est déjà là, c'est la guerre. Il y a déjà plein de marques, non? Ouais, Bordeaux, je te dis, donc du coup, Bordeaux, c'est les premiers, ils ont été hyper bons à essayer d'encadrer, à anticiper le fait qu'il ne fallait pas que ça parte dans tous les sens. Et donc, ils ont dit aux opérateurs, écoutez, de toute façon, légalement, à ce moment-là, il n'y a pas de loi qui encadre le truc. Il y en a eu une fin 2019, mais elle est encore en discussion à ce moment-là. Donc, ils sont en mode, de toute façon, on peut pas vous donner vraiment de consignes fermes. Ce qu'on peut vous dire, c'est que si on joue pas dans la même team, à long terme, ça va pas se passer. Tu vois, on va trouver un moyen et voilà, il faut qu'on travaille ensemble. Donc ils disent, nous, on fait le même truc que ce qu'on a fait à Oxford. On va voir la mairie de Bordeaux, on leur dit, écoutez, le plus important, c'est que les opérateurs se battent pas sur le nombre de véhicules. Donc laissez tout le monde faire ce qu'il veut, mais par contre, mettez un nombre maximum de trottinettes par opérateur. Et là, t'avais un interlocuteur à la mairie de Bordeaux. Mairie de Bordeaux, C'était Nicolas Florian, là, exactement. Exactement, c'était Nicolas Florian. À l'époque, c'était l'adjoint mobilité, s'appelait Jean-Louis David. Comme le shampoing. Comme le shampoing. Comme le coiffeur, plutôt, pardon. Ouais, un mec très bien. Je l'ai pas respecté, quoi, comme le shampoing, comme le coiffeur. Et du coup, ils font un truc, ils organisent un appel d'offres, pas un appel d'offres, ils disent, allez, tout le monde peut lancer, par contre, voilà, c'est le nombre maximum, c'est ça, et voici quelques règles un peu à respecter sur le parking. Et effectivement, tu as 12 opérateurs qui Mais là, c'était nimp. Là, franchement... Et encore, c'était rien du tout à côté de Paris, où Paris, c'était un sapin de Noël, quoi. Paris, en fait, ils n'ont pas voulu, si tu veux, à ce moment-là, 2018-2019, c'est le changement du contrat Vélib à Paris. Et donc Vélib, le changement se passe hyper mal. La mairie est critiquée sur un peu la façon dont ils ont organisé la procédure, qui était très axée sur le prix, avec un peu une naïveté sur l'ensemble des promesses qui avaient été faites, si tu veux. Et vous inquiétez pas, on va être capable de tout faire en 6 mois, alors qu'en fait, n'importe qui s'y connaît un peu aurait pu dire que c'était pas réaliste, tu vois. Et donc ils sont très critiqués là-dessus. Le service Vélib disparaît complètement, hein, tu vois, donc les abonnés, ils payent un abonnement, il y a juste plus de vélos. Je me rappelais pas de ça. JCDecaux part et il faut 6 mois avant que Smooth apparaisse, tu vois.
et un peu moins, et 4-5 mois, et tu as cet intervalle où vraiment, tu payes, tu n'as rien, quoi, tu vois. Ouais, c'est un scandale. Et les gens, et donc là, à ce moment-là, la mairie dit, OK, on ne veut pas interdire finalement le vélo et la trottinette parce que ça fait tampon et ça nous arrange bien, mais on ne veut pas non plus officiellement l'adouber parce qu'on ne sait pas, en fait, est-ce que ça peut coexister durablement avec Vélib, avec ce qu'on est en train de mettre en place et avec nos plans de mobilité sur lesquels on travaille depuis 25 ans. Et ils ont bien raison, tu vois. Je me rappelle qu'à Paris, il y avait un peu ce bisbis où en mode, ils ont un peu mis des bâtons dans les roues. Jeu de mots, parce qu'en fait, ils voulaient un peu protéger leur cher Vélib, qui a été quand même leur truc, le grand truc de Delanoë, puis après les autres et tout. Mais à juste titre, tu vois, c'est beaucoup d'argent qui est investi pour faire un truc, tu vois, t'as pas envie de tout jeter à la poubelle sans réfléchir, parce qu'il y a 3 mecs mais en pour moi, les deux peuvent coexister, en fait, quoi. Et bah, maintenant, oui, mais on le sait, mais à l'époque, on le savait pas vraiment, tu vois, et donc, donc à la fois, ils tolèrent, mais à la fois, ils refusent d'adouber, et donc, en refusant d'adouber, ils donnent pas de consignes, parce que si tu donnes des consignes, ça veut dire que t'acknowledges le truc, tu vois. Et nous, les gens comme nous, tu nous donnes pas de consignes, en fait, on s'étale. Exactement, et du coup, c'est le chaos, nos limites, et les opérateurs arrivent pas, à Paris, à se coordonner pour éviter ce chaos, tu vois. Et donc, en fait, à ce moment-là, il est dans une culture de conquête qui est très, très agressive. Ouais. C'est le blitzscaling poussé à l'extrême, tu vois, dans notre marché, avec des levées de fonds. Bird, c'est la boîte la plus rapide. Enfin, à l'époque, c'était la boîte à avoir atteint le statut unicorn le plus rapidement, en moins de 8 mois, je crois, tu vois. Et sur un business hardware, tu vois. Enfin, c'est jamais délirant, vu, quoi. Délirant. Et donc... voilà, on est au summum du n'importe quoi. On est au summum du n'importe quoi. Et effectivement, les Parisiens, ils en ont fait les frais. Ouais. Et Bordeaux a mieux géré, en vrai. Donc, même si, tu vois, il y avait beaucoup d'opérateurs, finalement, c'était quand même assez cool. Et tous les opérateurs s'y retrouvaient. Là où à Paris, les pertes étaient abyssales, au final, à Bordeaux, tu t'en sortais. Et après, du coup, fin 2019, une réglementation se met en place. Et après, il y a les appels d'offres qui sont organisés pour sélectionner que certains opérateurs pour en 2020. Ouais. Parce qu'après, en fait, c'est marrant. En fait, c'était marrant ce moment-là, en fait, entre ceux qui arrivaient, ceux qui partaient. Ouais. En fait, et c'était un peu le même. Alors, même encore plus le délire qu'avec, tu vois, le moment où, tu sais, où il y avait les Take It Easy, Deliveroo, Uber Eats, Foodora, et Foodora s'en va, Take It Easy, met la clé sous la porte, et un autre, et ci, et ça. Pour les trottinettes, ça changeait tous les 15 jours, quoi. C'était dingue, fou, quoi. Ouais, c'était dingue. Et donc les trottes, écoute, voilà, 2020, c'est le Covid, ça met un coup d'arrêt au truc. Il y a une réglementation aussi qui est votée fin 2019 qui fait que tu peux plus t'installer librement sur un marché. Et avec le Covid, évidemment, plus personne n'a le temps de se préoccuper de ça. Et le marché rouvre, en fait, en 2021. À ce moment-là, en France, tu n'as que 6 villes qui sont équipées. Paris, Lyon, Marseille. Et vous êtes Grenoble, Angers, Bordeaux. Nous, à ce moment-là, on a Grenoble, Angers, Bordeaux. OK. Et en fait, la plupart des villes, ça se passe super bien. Si tu veux, Lyon, ils sont ravis, Grenoble sont ravis, Angers sont ravis, Bordeaux sont ravis, et Paris-Marseille, c'est plus compliqué. Mais ça suffit à donner envie à plein de villes de se lancer. Et 2021, c'est l'explosion un peu du marché, plein de marchés qui s'ouvrent, des villes qui, du coup, le font dans un contexte régulé, qui choisissent souvent un seul ou 2 opérateurs. Et vous, comment vous existez dans tout ce bordel-là? Parce que là, du coup, il y a une concurrence qui a son paroxysme, avec des levées de fonds, comme on le disait, délirantes. Vous avez levé, mais pas de manière délirante. Ouais. Donc là, c'est quoi? Il y a sûrement du positif, mais je suppose qu'il y a aussi du négatif là, à ce moment-là. Nous, on gagne plus de 85% des appels d'offres après. On rafle. Donc ça, c'est positif. Ouais. Et en fait, je sais pas, il n'y a pas de négatif, quoi. En fait, OK. Non, là, Parce qu'à un moment donné, vous avez pivoté, je me suis dit, c'est parce qu'à un moment donné, il y avait un truc qui fait. Non, on n'a pas pivoté. Vous avez juste rajouté une corde à votre arc, en fait. Ouais, en fait, on rajoute, et tu vois, et on avance toujours vers notre trajectoire qui est d'avoir, en fait, une offre micro-mobilité complète. OK. Et tu vois, donc, on ne l'avait pas anticipé, mais on continue à faire du vélo méca, on rajoute la trotte. On rajoute le vélo élec à Grenoble, qui est notre premier marché vélo élec en... Il y en a aussi à Bordeaux. 2020. Ouais, mais à l'époque, oui, OK. Il n'y avait pas. 2020. Donc 2020. Il est très très cool, hein. J'engage tout le monde à faire, et c'est pas parce que t'es un copain, parce que vraiment, il est hyper smooth à conduire, enfin, un vrai kiff, tu vois. Là, j'en ai pris un la semaine dernière, et ça faisait un moment que j'en avais pas pris, parce que moi, du coup, je suis plutôt trottinette, mais là, il y avait pas de trottinette, il y avait que le vélo pony, donc je fais, bon, bah, vas-y, le vélo. Et hyper agréable, quoi. Ouais, et du coup, on lance le vélo du coup 2020 avec un truc qui est assez dingue. C'est le premier vélo long tail dans le monde fait pour le partage. Donc, c'est-à-dire la première fois que tu as un vélo où tu peux prendre un passager
dans une offre de vélo. Oui, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que derrière, il y a un truc où quelqu'un, ou ton copain, ou ta copine peut s'asseoir, quoi. Il y a un petit siège avec des cale-pieds, une petite poignée. Et en fait, et là, tu peux prendre quelqu'un et c'est assez dingue. Tu sens pas du tout le passager. Parce que c'est électrique aussi. C'est électrique, ça avance tout seul. Et tu retrouves le côté social que tu as tu vois, genre en voiture ou dans le bus où tu peux discuter, tu peux. Et donc, en faisant ça, tu multiplies les cas d'usage. Tu divises par deux le coût aussi, quand même. Et ça, c'est. Et du coup, je me rends pas compte, c'est vrai qu'il y a un vrai besoin de prendre le vélo à deux. C'est vrai qu'en fait, moi, j'ai toujours vu, tu sais, les mecs qui tu prends quelqu'un qui s'assoit sur ta selle, et toi, t'es en danseuse. Non, mais etc. ça, c'est nul, mais regarde sur les trottinettes, le nombre de mecs qui sont à deux. Ouais, c'est vrai. Et là, en vrai, si tu veux, aujourd'hui, t'es à plus de 90% des utilisateurs Pony qui ont déjà fait un trajet à deux sur les vélos. Et on estime, c'est difficile à mesurer, on n'a pas une donnée précise, on estime que c'est plus de 50% des trajets où les gens sont à deux. Ok. Mais j'avoue que j'en vois beaucoup, du coup. Et c'est une tuerie. Ouais. C'est une tuerie, mais c'est juste tellement cool. C'est tellement mieux que d'être à deux chacun sur sa trotte, tu vois. C'est ça, parce que c'est vrai que c'est souvent, c'est souvent le cas. Et quand il y en a qu'une, l'autre il est en galère parce qu'il cherche. Ouais, ou alors tu montes à deux sur la trotte, ça c'est hyper dangereux. Et à deux sur le vélo, t'es trop bien, t'es en sécurité, c'est cool. Ouais, c'est surtout. Après, en vrai, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Je pense que les trottinettes maintenant sont plus efficaces, mais à l'époque, putain, justement, à l'époque des Lime et compagnie et tout, tu montais à deux sur la trottinette, au bout d'un kilomètre, elle avait plus de jus, quoi. En fait, tu l'avais effondré, quoi. Ouais. Et voilà, et donc ça, 2020, effectivement, et après, depuis, conquête, quoi. Donc on lance ville après ville. Aujourd'hui, on a une vingtaine de villes. Ça fait qu'on a de loin la plus grosse footprint en France. Gros focus France parce que on se rend compte que, tu vois, on en a parlé, mais tu vois, l'enjeu relation-vie, il est clé. Ouais. Et donc, il te faut vraiment bien comprendre, tu vois, le fonctionnement réglementaire, tu vois, un peu l'état d'esprit politique, tu vois, ce que les gens cherchent à faire, quel est le projet, etc. Et donc ça, c'est vrai que c'est compliqué. Il y a peu de synergie entre pays, tu vois. Et donc, en fait, il y a tellement de choses à faire en France que pour l'instant, c'est vrai qu'on est assez concentré à France-Belgique. Et c'est quoi, du coup, par exemple, demain, c'est quoi les prochaines villes que tu ouvres? Et du coup, je suppose que maintenant, en fait, vous avez un peu le playbook de, je sais pas, est-ce que vous, quand vous ouvrez une ville, c'est quoi? Tu mets un city manager et après, tu sais qui doit faire ça. Ouais. C'est quoi un peu le plan là? Parce que là, quand on tourne, là, on est en avril 2025, parce que les gens peut-être écouteront dans un an ou quoi. Du coup, c'est quoi là, par exemple, là, le plan sur les 3, 4, 5, 6 prochains mois là? Là, en gros, je te dis, on a une vingtaine de villes. Il faudrait que d'ici, 2-3 ans, on arrive à une quarantaine. Là, on a 3 lancements qui vont arriver. Le prochain, c'est Orléans. Ok. Voilà. On continue à faire grossir tous les marchés existants en parallèle. Tu vois, et là, pour te donner une idée, sur le mois de mars, on fait plus 85% year-on-year. Mais je pense ça va s'accélérer. On a des trucs en cours de déploiement. Je pense que l'idée, c'est de faire à peu près x2 cette année, tu vois. Et voilà. Et après, en nombre de villes, je sais pas dire exactement. Mais voilà, il y en a déjà 3 de prévus et on verra où ça nous mène. Ok. Donc tout va bien chez Pony. 2026, ça va être challenging avec les municipales qui vont bloquer un peu. C'est vrai qu'on revote pour le maire l'année prochaine. Ouais. Nous, on a, comment il s'appelle notre maire? Urmic, écolo, c'est ça? Ouais. Donc on verra s'il demeure ou pas. Ouais. Vous, non, on va peut-être pas parler de politique. J'allais te dire, vous, qu'est-ce qui vous arrange? En fait, on va pas nous, rien ne nous arrange. C'est intéressant de voir qu'en fait, ce sujet du vélo, il est devenu complètement transpartisan. C'est pas idéologique du coup. C'est pas du tout une pensée de gauche ou quoi. Non, maintenant, en fait, les gens, ils ont compris que... Même les connards de droite, ils font du vélo, je crois. Tout le monde maintenant fait du vélo. Si tu veux, les gens, ils ont compris que les villes, elles saturaient, en fait, tu vois, et elles n'arrêtent pas de grandir, il y a de plus en plus de monde, tu vois, et tu vas pas construire un nouveau périph', tu vois, en plein milieu. Donc, de toute façon, les routes, elles sont limitées en taille, et il faut que les gens, ils consomment moins d'espace. Donc, il faut développer les transports en commun, il faut développer la micromobilité. Et en fait, c'est en train de se passer partout, tu vois. Et tu as des villes de droite qui sont ultra pushy, même d'extrême droite. Tu as des villes de gauche qui sont aussi. Il y en a moins. Enfin, franchement, c'est pas lié. Il n'y a pas trop de règles idéologiques là, je suis d'accord. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de règles. Putain, moi, franchement, j'aurais encore 1 million de questions, mais je vois qu'en fait, on arrive déjà à la fin, parce que ça fait déjà plus d'1 heure qu'on est ensemble. Il y a une question que je pose souvent aux invités, un peu en fin d'épisode. C'est
un peu, tu vois, connaître pas leur méthode d'organisation, mais en fait un peu, je sais pas, tu vois, s'il y avait quelque chose à partager, une bonne méthode, un bon hack, une nouvelle habitude là que tu es en train de tester ou que tu prends comme ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient là? Alors moi, je suis le mec le plus nul sur le regard. Ah ouais? Ouais. Ah putain, tu vois, c'est bizarre parce que moi, il me semblait que c'était le contraire, il me semblait qu'on en avait déjà discuté ou quoi. Non, moi je suis vraiment nul. Je compense, si tu veux, par être capable. En réalité, je suis assez bon à comprendre donc tu vois, j'arrive à très vite comprendre le truc et tu vois, et être capable du coup tu vois, de faire face à une situation et de très vite réagir. Mais par contre, non, moi je suis assez chaotique dans mon orga. Tu vois, j'ai du mal à me coucher tôt, je me couche très très tard. Ça, c'est terrible aussi pour moi. Ouais. Et du coup. Se coucher tard, c'est pas être mal organisé. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Voilà, moi, je suis pas. J'ai vraiment zéro conseil à donner sur le regard. En vrai, tu vois, je me pose plein de questions sur ce truc. En vrai, j'ai un peu renoncé sur le truc de devenir un jour psychorigide de l'orga. Et j'ai accepté le chaos, tu vois. Je pense qu'en fait, nous, une boîte qui est comme la nôtre, qui est très complexe, avec effectivement une BU hardware où on fait de la conception, fabrication de vélos, on dessine vraiment from scratch, tu vois. On fait nos cartes électroniques et tout, on fait tout nos back-end, on a une app pour la maintenance, une app logistique, une app utilisateur. Tu vois, on a 17 entrepôts de maintenance avec des mécaniciens, on a plus d'une centaine de personnes sur le terrain sur la logistique. Donc des trucs qui se passent en vrille, il y en a tous les jours. Et du coup, finalement, ce que j'essaye au contraire, c'est de rester assez flexible pour pouvoir réagir, tu vois, un peu aux imprévus, m'adapter. Et tu vois, pareil sur la relation ville, la relation commerciale. À tout moment, on a, tu vois, un élu qui veut un truc, qui nous pose une question, ou un prospect qui, tu vois, qui nous dit ah, je serai à tel événement, ça serait cool qu'on se voit. Il faut être capable de tout chambouler un peu du jour au lendemain. Donc, moi, finalement, je suis arrivé à cette conclusion que il fallait que je sois hyper, tu vois, hyper flexible. J'essaye de me garder du temps tous les lundis. De faire un peu de deep work, donc d'avoir aucun meeting de prévu. Ah, les fameux no meeting days, moi c'est lundi et vendredi, on a zéro quoi. Ouais. Et après, mais par contre sur le reste de la semaine, je me fais enchaîner. C'est freestyle. Ouais, je me fais enchaîner. Et la réalité, c'est que du coup, je travaille entre 18h30 et le soir, quoi. Ouais. Ok. Ouais. Ah, c'est là en fait que tu te poses et que tu avances opérationnellement sur les trucs parce que sinon tu te laisses aller là où on a besoin de toi quoi. Je me fais entraîner par le truc. Et tu vois, j'avais entendu parler de. Ok, on a vu un petit incident technique. On est de retour, mais du coup, là, moi, vous avez le truc en direct, mais moi, ça fait du coup 2 minutes que j'attends la réponse à. Donc, du coup, ouais, je te disais, j'ai appris, si tu veux, à vivre avec ce chaos, à réagir dans la journée un peu à tout ce qui nous arrive, etc., et à savoir me mobiliser sur, tu vois, l'urgence du moment. Et c'est marrant parce que il y a vachement ce truc, tu vois, quand tu commences, il y a plein de gens, ils te donnent plein de conseils sur machin, sur comment réussir, tu vois, en tant qu'entrepreneur. Et souvent, on te dit recrute des mecs meilleurs que toi. Et beaucoup de gens vont chercher des gens dans des grands groupes et souvent, le truc prend pas. Et en fait, et un jour, j'ai lu ce truc qui disait, ouais, souvent, les execs, ça prend pas parce que quand tu es exec dans un grand groupe, ton taf, c'est t'attends qu'on vienne te chercher, tu vois. Tu t'assois et en fait, everyone wants a piece of you. Tu vois, les gens, ils viennent, ils sont en mode j'ai ce problème, j'ai ce truc. Et du coup, tu prends pas de l'initiative, tu vois, tu restes là, ce truc. Et donc, c'est vrai que... Et moi, maintenant, j'en suis un peu à ce stade où, en fait, j'arrive le matin et, en fait, je réagis, si tu veux, au stimuli tu vois, des différentes BU qui ont tel problème, tel truc, tel machin, tel problème. Il se passe jamais rien, du coup. Il se passe tout le temps 1000 sujets. Ouais. Et du coup, mon orga, finalement, elle est assez dictée par l'actualité de la boîte. Okay. Et en fait, moi, mon taf, c'est d'être là, c'est d'être présent, de savoir dire, OK, les gars, je suis dispo pour ce sujet, je suis dispo pour celui-là. Au final, les meetings, ils s'enchaînent. Et après, c'est vrai que ça pose par contre vraiment des questions de comment tu continues à driver, tu vois, le bateau, sachant qu'effectivement, et pas te laisser tirer, tu vois. Ouais, je comprends. Et donc ça, c'est le taf du lundi et du soir, tu vois, de prendre du recul sur la journée et de se dire, OK, en fait, c'est quoi les trucs vraiment importants, c'est quoi le prochain move stratégique. Voilà, mais après, sinon, non, au quotidien, ouais, voilà. Je vis ma vie
Exactement. J'entends. Et peut-être, je sais pas, un livre, une série, un truc que tu kiffes en ce moment. Une série que je recommande, que peu de gens ont vu, mais qui est extraordinaire pour qui que ce soit qui kiffe l'entrepreneuriat, c'est Halt and Catch Fire. Ah, je l'ai pas vu, c'est quoi? C'est inouï. Halt and Catch Fire, c'est une commande Unix. Et c'est une série sur, tu vois, la création de l'entrepreneuriat. Donc, à chaque saison, c'est la première saison sur la création du Hewlett-Packard, ensuite c'est sur la création de Yahoo, ensuite c'est sur... Et en Comment fait, j'ai pu passer à côté de ça? mec, Tu peux la mater où? c'est une tuerie. Franchement, je sais pas, parce que ça fait un petit moment qu'elle est sortie. Vas-y, redis le titre. Halt and Catch Fire. Halt and Catch Fire, ok. Ouais. HCF, c'est une commande Linux, enfin Unix, quoi. Si tu tapes dans ton truc, ça va planter ton PC. Et c'est une tuerie, mec. Tu sais que je vais le noter, parce que je vais Franchement, oublier, mais je te dis, regarde-le et je recommande à 100%. Et il y a des learning business. Encore aujourd'hui, je m'en sers, tu vois. Ok. Et je l'ai vu il y a plusieurs années, donc ça, c'est trop, trop bien. Voilà, je recommande. C'est Halt avec un H ou Halt comme la touche? Halt avec un H. Ah, ok. Halt and Catch Fire. Et toi, où est-ce qu'on te suit, Paul-Adrien? Écoute, en ce moment, nulle part. Moi, je t'appelle Paul-Adrien depuis tard, mais en fait, les gens, ils t'appellent comment? Ils t'appellent Paul, Pillet. Paula. Ok. Et écoute, le mieux, je pense, LinkedIn. Voilà. Et bien sûr, sur La Chapelle. et du coup, évidemment, Pony sur l'Apple Store, Android. Exactement. Et donc, du coup, là, aujourd'hui, rappelle-moi toutes les villes dans lesquelles vous êtes. Ah, il y en a 21, mais en gros, Nice, Poitiers, Bordeaux, Angers, Dijon. Bon, vous irez mater, du coup, voilà. si vous êtes là. Ouais. Ah, c'est bon, j'ai noté la petite série. Et moi, je vais faire du coup les petites mentions légales. Bah, déjà, franchement, merci à toi d'être venu. Ça fait un petit moment qu'on voulait faire cet épisode, mais c'est vrai que je suis plus souvent à Paris pour tourner. Ouais. Et de temps en temps, j'essaie de me mettre des petits spots à Bordeaux. Donc là, j'en avais un que je t'ai directement catché. On va remercier nos amis de l'agence Cosmos à Bordeaux pour ce super setup d'enregistrement de podcast. Ouais. Si vous écoutez sur YouTube, évidemment, vous vous abonnez, vous likez, vous commentez. C'est trop bien pour le référencement. Si vous écoutez en audio, vous mettez 5 étoiles. Je crois que ça flatte plus mon ego que le référencement, mais en effet, l'ego, c'est quand même hyper important. Plaisir. Et si je veux un jour coller au basque de notre ami Mathieu Stéphanie, même si je pense que moi, je dois avoir 150 votes, lui doit en avoir plusieurs milliers. Je pense que j'ai encore du boulot, mais justement, c'est ça qui fait on s'accroche pas, on continue. Et comme d'habitude, les conclusions sont beaucoup trop longues. Je vous embrasse toutes et tous. À bientôt sur La Chapelle Radio pour un prochain épisode. Hey, ciao!